C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim K ou Medemi de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille, approchez la cage. J'ai pas le temps pour les fans, moi, never nagache. C'était dans l'under, il faut péter la cage. Trop d'histoires noires, que si je pouvais te les cracher. Y'aurait 4 mixtapes de quoi t'écorcher la trachée. Ouais, l'écorche, elle a taché. Je me déterre seul. Tu veux t'en péter un tel gros, tu vas péter le seum. Si je le fais, c'est pour mon futur, pas par gaieté de cœur. Quand elles ont tout, elles prennent. Quand elles ont air, elles turn. J'ai perdu beaucoup de temps pour des futilités. Dieu merci, peu de proches m'ont été subtilisés. Tu traînes avec des jargons pour les utiliser. Tu vas finir comme le client qui se prend pour celui qui viscère. En gros partout sauf dans le contexte. Fuck le décor, je porte mes défauts comme un charclos dans la street sous cheese. Drop le comme tu connais pas la peine de forcer pas de comme toute skinny. Tout ce que je vole à tort, je te le redonne. Je veux pas de ken, te fuis pas au sourire. On choisit bien les sous-titres. Bah écoute tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content d'être là. Est-ce qu'on m'entend ou pas? La musique, c'est pour ça, je pense. Ok, salut tout le monde. Salut Valentin. Désolé pour le petit bug de connexion. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors nous, on est en tout cas très heureux d'être là aujourd'hui, accompagné de Valentin de l'Arena. Salut Valentin. Salut les gars, salut les gars. Je vous vois sur le petit écran là, c'est cool, ça fait plaisir de vous voir. Super. Donc les gars, n'hésitez pas à réagir sur le Twitch. Franchement, on a vraiment de la chance d'avoir Valentin avec nous ce soir. N'hésitez pas à lui poser des questions. On a décidé de changer tout le plan de la soirée. On va pas du tout parler du film Furiosa, mais plutôt discuter de manière générale du monde ultra en France, en Suisse. Et on va un peu discuter de sa passion sur ce milieu-là et un peu parler de son travail. Donc voilà, pour commencer tout simplement, Valentin, est-ce que tu pourrais juste te présenter un petit peu? Il y a peut-être des gens ici qui te connaissent pas, et donc n'hésitez pas à poser vos questions, tout ça. Donc Valentin, vas-y, je te laisse te présenter. Bah écoute, d'abord premièrement, merci à vous les gars pour l'invitation. J'ai répondu avec plaisir, ça me fait toujours très très plaisir de pouvoir discuter avec des gens passionnés, des gens qui tout simplement passionnés. Moi je m'appelle Valentin, je vais avoir 24 ans, j'ai fondé l'Arena il y a bientôt 5 ans. Qui mêle beaucoup de choses, je dis toujours cette phrase, comprendre le monde du football et le monde par le football. Je pense que ça me caractérise. Comprendre le monde du football, c'est-à-dire voilà tous les acteurs qui participent et notamment les tribunes, parce que c'est pour moi quelque chose qui est énormément sous-médiatisé depuis des années. Et j'avais très envie d'en parler. Et puis comprendre aussi également tout l'aspect géopolitique et les enjeux internationaux du football, notamment les grandes compétitions. Et cette année, ça va être une année importante avec la Coupe du Monde à la fin de la saison. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, toi, tu commences en disant que tu as commencé cette chaîne pour médiatiser un sujet. Tu dis souvent dans tes vidéos, c'est un peu niche, un peu méconnu du grand public. Est-ce que toi, tu remarques maintenant une différence sur la façon dont le monde ultra est présenté dans les médias? Je parle de tout le type de médias, hein, même dans les chaînes YouTube comme toi ou autres, tu vois, qui font. Que le regard sur le mouvement ultra, il commence à être, on va dire qu'il commence à être, à se démystifier, à se dépoussiérer un peu. Je pense que beaucoup de monde avait accueilli plutôt bien ce que j'avais réalisé il y a quelques mois de rencontrer Strasbourg et que ça a permis à beaucoup de monde, y compris dans mon entourage personnel, de comprendre ce qu'était un groupe ultra et un mouvement ultra. Aussi avec malheureusement avec les répressions qui sont organisées, y compris en Suisse d'ailleurs, mais dans d'autres pays aussi, que malheureusement c'est des choses qui sont très peu comprises, parce que l'amalgame ultra hooligan dont je parlais dans la première vidéo de la saison est toujours très très fort, parce qu'il y a aussi des choses qui sont pas comprises dans le mouvement ultra. J'ai pas la prétention, j'ai pas la prétention de changer les gens, moi j'ai juste la prétention de j'ai envie de parler de ma passion, parler des choses avec lesquelles les gens qui me suivent, et on va dire la communauté, on arrive à se retrouver et on partage. Mais voilà, vraiment juste de livrer mon ressenti, d'essayer parfois aussi de les défendre parce qu'il y a des choses qui vont pas parfois, qui sont fausses surtout. Et voilà. C'est des choses importantes. Je vois quelqu'un qui dit moyen de baisser le son de Valentin, peut-être que je parle trop fort. Non, du tout, t'inquiète, on s'en occupe là, on est dessus, on est en train de régler ça de notre Là, côté. ok. Je crois que ça va mieux là, Brian, dis-nous si c'est bon.
Ouais, c'est bon, ok, je crois que c'est bon, c'est réglé. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Et donc, mais toi, pourquoi personnellement tu t'es lancé sur YouTube d'abord comme premier média? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à d'abord commencer sur YouTube? On voit aussi que tu es quand même très présent sur Twitter, un peu moins sur Instagram. Est-ce que c'était vraiment ce côté un peu vidéo, tout ça derrière qui te permettait de te sentir plus à l'aise de parler de plein de sujets différents? Alors c'est une très bonne question. Moi j'ai voulu me lancer sur YouTube parce qu'il y avait pas le, parce qu'il y avait de chaînes. C'est un peu vrai, mais il n'y avait pas de chaîne comme moi avant. Donc en fait moi j'arrivais pas à trouver quelque chose qui, c'est-à-dire que moi j'étais un grand consommateur du YouTube foot. Euh, et je le suis encore un petit peu. Forcément, je regarde moins YouTube vu que maintenant j'y suis et que j'ai beaucoup plus. Les temps que je passe à regarder YouTube, je le passe à faire des vidéos. Mais il y avait des choses dans ma passion du foot, notamment l'envers du décor et pas forcément ce qui se passe sur le terrain, qui n'était pas très présent. Et j'avais envie vraiment de créer une chaîne qui retranscrive ça. Au début, tout l'idée d'une chaîne, je fais une petite confession. Pour vous, les copains de Microbuvette, je crois que personne ne le sait. Au départ, je voulais créer un site internet. Ok. Donc mettre des articles et alimenter comme ça. Je voulais pas me lancer sur YouTube. En voyant comment c'était de faire un site internet, je me suis dit bon, ça va me casser les bonbons. Donc je me suis dit, je vais lancer une chaîne YouTube. C'est poser aussi les questions de est-ce que je le fais face caméra, pas face caméra. Étant donné que j'ai toujours été plutôt à l'aise pour parler, pour présenter des sujets, je me suis dit que je pouvais me lancer face caméra, y compris sur des sujets très clivants et parfois très chauds. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et donc du coup, j'avais deux idées en tête. Parler de géopolitique du football, parler de rivalité entre grandes nations, parler de comment le football est utilisé par des États, des hommes politiques, dans des compétitions. Et le deuxième point, parler de tribunes, parler mouvement ultra, parler culture ultra. C'est un très fort lien entre la politique, la culture, l'histoire, la sociologie. Bref, un mouvement ultra, on a bien compris que c'était beaucoup plus qu'un asso qui vient soutenir son club. C'est tellement autre chose. Et voilà, ce sont les deux choses que j'avais envie de retranscrire. Au début, j'avais envie de parler de football aussi un petit peu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît inimaginable sur ma chaîne. Mais avant, il y avait parfois quelques résumés de matchs, Ah ouais, quelques ok. pronos, quelques petites choses. Mais alors, ça s'est arrêté, on va dire, au milieu de l'année 2023. À partir de 2022, vraiment, on va dire juin, juillet 2023, je me suis totalement basculé pleinement à 100% sur une ligne, sur une seule ligne. Par exemple, voilà, ma première vidéo ultra politique, elle est sortie en janvier 2022. C'était ma 6e vidéo. Et c'est une série que j'avais un peu laissée de côté et que j'ai repris vraiment en 2023. Et donc, voilà, il y avait, je dirais aussi, en fait, une envie parce que je faisais des vidéos, par exemple, j'avais fait des vidéos sur un peu la CAN en 2021. Et j'arrivais pas trop à m'intéresser. En fait, je trouvais que j'étais pas très bon là-dedans. J'avais fait une vidéo sur le Ballon d'Or. Voilà, ça n'avait pas trop pris et je me suis dit à quoi ça sert en fait de faire ça parce que oui, j'aime le foot, mais je suis pas forcément très bon là-dedans pour en parler sur ce terrain-là. Peut-être que justement, il faudrait que je me réoriente vers une de mes passions premières. C'est aussi pourquoi j'ai créé la chaîne. Et donc voilà, en 2023, il y a eu ce changement assez radical qui a fait décoller la chaîne vraiment radicalement puisque je suis passé on va dire en juin, juillet 2023 de 6 000 à 22 000 abonnés, à 22 000 abonnés en l'espace d'un mois et demi. Et donc voilà, ça a radicalement fait évoluer l'Arena. Aujourd'hui, direction les 60 000 abonnés, 4 millions de vues sur YouTube. Donc voilà, c'est un changement qui a été, on va dire, bénéfique et logique parce que voilà, c'est ce que j'aimais faire et voilà, fallait tout simplement se trouver quoi. Ouais. Et t'as présenté un peu tout le type de vidéos que tu faisais. Il y a... Est-ce qu'on dirait que t'as un petit penchant quand même dans les vidéos ultra politiques, qui ont l'air celles d'être où t'es le plus, disons, passionné par ça. Est-ce que c'est un axe sur lequel tu vas plus te concentrer dans le futur ou c'est, disons, un peu temporaire, enfin, ou passager plutôt, je sais pas si c'est le bon terme. Non, je pense que je vais continuer là-dessus. Alors, mon objectif, c'est pas uniquement de faire ce type de vidéo. Bon, déjà parce que elle demande énormément de travail et que j'ai aussi envie, par exemple, de parler un peu en plus de business, de football populaire, notamment on est en plein dedans dans les cas de multipropriété. Non, ultra politique, c'est
toujours un objectif d'en parler et d'en faire des vidéos. Moi, forcément, je veux dire, chacun a son domaine de prédilection. Je pense que là, si on regarde dans le chat, il y a forcément des gens qui ont une culture ultra qu'ils préfèrent ou qui connaissent mieux. Moi, forcément, la culture européenne, je la connais mieux. Mais ces derniers temps, j'ai ouvert un petit peu et je suis allé pour la première fois. Alors, Ultra Politique, c'est à peu près 20 épisodes. Le 20e est allé pour la première fois hors Europe, au Chili. Et c'est quelque chose qui a amené aussi à se reproduire. J'aimerais aller en Asie. J'aimerais essayer aussi de faire. Il y aura des vidéos aussi sur le Maghreb cette saison. Donc, l'objectif est toujours de faire des ultra politiques, d'aussi décentrer un peu le regard sur l'Europe, parce que moi, c'est aussi ce que je maîtrise le plus, mais j'aime aussi apprendre. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai aussi envie de découvrir. Et en préparant ces vidéos, on découvre beaucoup. Je pense que oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je connais grâce à YouTube, mais il faut aussi comprendre que ça, c'est pas, les gens ne le savent pas forcément, mais on apprend beaucoup aussi quand on fait des vidéos, quand on travaille sur certains sujets. Hein. Il y a parfois des vidéos où j'ai appris, où j'étais pas forcément au courant. Et Ultra Politique, c'est vraiment un bon moyen d'apprendre. Et je peux vous assurer que ça, c'est toujours des belles remarques que j'ai que ce soit d'amis ou de viewers, tout simplement, qui me disent qu'ils apprennent parfois plus en regardant une vidéo Ultra Politique qu'en suivant un cours. Ouais. Et je pense que moi, c'est ce que je ressens personnellement avec le football, c'est que le football m'a beaucoup plus... L'étude du football en tant que tel m'a beaucoup plus appris que certaines choses. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de ressentir aussi, de faire ressentir dans mes vidéos, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on remarque. Et puis, bon, je pense pas que tu regardes aussi des autres lives, mais c'est un peu ce qu'on essaie un peu aussi d'amener dans nos lives et tout ça. C'est en fait de faire comprendre un peu. Moi, c'est à regarder forcément. Donc, non, vraiment. Non, mais dans l'idée, c'est l'idée de rendre un peu culturel, de pas juste comprendre qu'en fait, comprendre que c'est un mouvement général, que c'est pas juste. Des groupes un peu isolés qui font chacun leur truc de leur côté, qui a vraiment une culture qui est longue, qui est derrière et qui est historique, qui est à parler. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, comment est-ce que tu vois de ton œil extérieur le mouvement en Suisse? Comment tu le vois, tu le comprends, quelle image tu as un peu de ce mouvement-là? Très bonne question. Et ça va me permettre aussi de parler un peu de la Suisse parce que, bon, déjà, je salue bien évidemment la communauté qui me suit en Suisse, les abonnés suisses. C'est la 3e plus grosse communauté de la chaîne, donc bien évidemment que pour moi ils sont importants. Et puis je me souviens qu'à l'époque de l'Euro 2021, je m'étais fait beaucoup de copains suisses parce que j'avais félicité l'équipe suisse pour sa victoire contre l'équipe de France en disant que, voilà, que c'était une équipe qui devait être beaucoup plus respectée. Ça m'avait valu d'ailleurs beaucoup de remarques positives des Suisses. Tout ça pour dire que je ne connais pas hyper bien la culture ultra suisse. C'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai pas encore fait de vidéo dessus, parce qu'on me demande beaucoup de vidéos sur la culture ultra suisse, mais je veux pas faire une vidéo pour faire plaisir aux gens et qu'elle soit nulle. Mon objectif, c'est de travailler dessus. Je sais très bien que la culture ultra suisse, elle est, pour moi, parmi les plus sous-cotées d'Europe, exceptionnelle, avec une créativité que je vois dans très très peu de pays européens. Je pense à Bâle, je pense à Zurich, je pense à Saint-Gall. Saint-Gall, pour moi, c'est un truc assez ouf. Bon, bien évidemment, Servette, section Grenat. Pareil, j'ai des petites idées avec Servette, ça me donne envie d'en parler, mais bon, je vais pas tout dire ici. Bah, c'est le moment de lâcher les scoops, là, il y a toute la commu. Mais je lâcherai un autre moment. Mais je veux dire, non, voilà, c'est une culture que j'aime énormément. J'habite pas très très loin de la Suisse pour ceux qui veulent savoir, donc je connais quand même. J'y vais très souvent, enfin j'y passe plutôt, mais j'y vais quand même un petit peu. Et non, donc je trouve aussi qu'il y a qu'il y a une culture du déplacement, alors surtout en Coupe d'Europe. Moi, je me souviens parce que bon, forcément, alors je vais pas faire le puriste, hein, je regarde très très peu de matchs de championnat suisse. Mais moi, ça m'arrivait de regarder beaucoup de matchs. Un dimanche après-midi. Je me suis quand même fait quelques matchs de club suisse en Coupe d'Europe et j'avais été très 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 impressionné par la capacité de déplacement qu'avaient certains clubs suisses et ça a été assez impressionnant. Là, je pense à la Muttenzer Kurve qui est pour moi, bon, alors, je vais pas faire de classement, j'aime pas trop les classements, mais voilà, pour moi, une grosse référence en Suisse. Et voilà, je trouve que c'est vraiment
belle culture. Alors après, moi, alors c'est peut-être mon regard un peu, j'ai envie de dire novice extérieur. C'est vrai que moi, au niveau ultra politique, je sais pas s'il y a tant de choses que ça à dire. Peut-être que c'est moi qui ai une petite méconnaissance sur ce sujet-là. Mais je sais que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus visible. Mhm. J'ai l'impression que c'est un peu moins visible en Suisse. Donc si on veut faire une ultra politique en Suisse, c'est peut-être plus compliqué. Alors peut-être que c'est là encore peut-être une erreur de ma part, mais voilà, ça, disons que c'est des choses qui m'ont un peu freiné pour faire une vidéo parce que je me suis dit, oh punaise, là il va peut-être falloir que je me rapproche vraiment, vraiment des gens. Parce que quand je prépare en général des ultras politiques, par exemple, il n'y a quasiment aucune prise de contact avec des ultras, aucune prise de contact avec des groupes, hein. C'est vraiment un travail plutôt personnel. Euh, après, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai suivi 2 3 trucs aussi sur la répression en Suisse. J'ai passé cette vidéo incroyable là, euh, j'en avais parlé d'ailleurs, sur ce qui se passe lors du match Servette Young Boys, je crois. Ah ouais, avec le Et passage du tambour et tout ça. ouais, C'est... ouais, Ouais. c'était incroyable. Et non, vraiment, je le dis encore une fois, je dis vraiment pas ça parce que je parle à des Suisses, hein, parce que je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est vraiment dans les top 3. Alors, j'aime pas ce terme sous-côté, mais c'est vraiment pour moi dans les Mhm. top 3 des Ouais. cultures En tout ultra cas, c'est pas un sous-cotées en truc où Europe. les gens pensent directement à la Suisse quand tu penses à Ultra, en général, quoi, ça c'est sûr. Penser à Allemagne, tu vas penser à Italie, C'est ça. etc. Mais je veux dire, la Suisse regarde dans des pays européens dans le blanc des yeux, vraiment. Et certains grands pays de football en termes de population, en termes de taille. Ce que je peux dire, c'est que il y aura un épisode très prochainement. J'avais promis dans une FAQ, il y aura un épisode très prochainement sur la culture ultra en Suisse. Je sais pas encore comment je vais l'accéder, mais il y aura quelque chose. Et voilà, pourquoi pas d'autres types de formats dans l'avenir, mais je vais pas tout spoil maintenant parce que sinon, bah, ça n'a pas grand intérêt. C'est clair. Mais je pense que ce que tu dis qui est intéressant par rapport à le côté politique en Suisse, je pense qu'il y a quand même une assez grande ligne commune avec tous les groupes d'apolitisme quand même très très poussé. Ou de certaine manière, disons, peut-être gauche-droite qui est quasiment inexistante. En tout cas, de mon impression à moi, je sais pas si vous me dites si je me trompe, hein, mais que, en fait, en général, en Suisse, c'est très très suisse, disons, de ce côté-là, d'un point de vue ultra, de ne prendre quasiment aucun point politique vraiment très marqué. Donc je pense que c'est ça aussi qui rend ton Il y a travail un peu des plus compliqué. identités quand même cantonales qui sont véhiculées et revendiquées. Ah oui, ça 100%. Ça, tu prends le club à Genève, déjà, ça c'est sûr. Le Valais aussi, Sion, ils ont vraiment une grosse identité valaisanne, tout ça. Après, je pense que c'est ce côté qui est assez intéressant ou culturellement dans le mouvement ultra en Suisse et qui est très intéressant à voir, surtout je pense que d'un point de vue extérieur, c'est de voir que en fait, les divisions linguistiques ont leur impact sur la façon dont les clubs vivent leur côté ultra. Dans le sens où il y a vraiment, pour moi, une grande distinction que tu vois à Bâle, Zurich, par exemple, si on prend les deux plus gros du côté suisse alémanique, avec, par exemple, nous, qui a un côté quand même très latin, disons, français-italien, on voit un mélange. Lugano, c'est complètement l'italienne, vraiment plus proche. Puis même dans la façon de chanter, les types de chants, les types d'animations qui sont faites, je pense que c'est quand même assez intéressant à voir. Et puis, je pense que aussi, ça c'est pour surtout les gens qui nous écoutent, qui sont en Suisse là, c'est qu'il je le dis souvent, hein, mais il faut réaliser la chance qu'on a en Suisse sur énormément de choses. Quand on voit ce qui se passe en France, en Italie, que ce soit sur la répression, sur les déplacements. Il y a eu Lens ce week-end, non, je crois que c'est ça, à Paris, qui se sont fait attaquer par les flics en arrivant. On a les trains, on n'en parle pas, c'est une chance incroyable. Je pense que tu as dû voir les trains de supporters en Suisse qui peuvent se déplacer, organisés. Mm. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses qui permettent. Et on a la chance chaque semaine d'aller voir dans un stade et puis de voir des chances de voir en tout cas des craquages, des tifos quasiment toutes les semaines qui ont... Enfin, ce qui est une chance que pas beaucoup d'autres pays peuvent se vanter d'avoir. Voilà, merci de trouver mes mots. Activité, moi je me souviens du tifo du FC Bâle, avec les lunettes, là, le truc qui est différent. C'est des choses que j'ai rarement vues en Europe. Ouais, non, Vraiment. c'est clair que du côté Bâle, Zurich, pour moi, personnellement, même en regardant de tout le reste de l'Europe, on est dans. Moi, j'aime pas non plus faire des classements, mais c'est sûr que c'est top 15, top 20 d'Europe pour moi. Ça, c'est. Que ce soit en Europe ou à domicile ou à l'extérieur, on voit des choses quand même assez magnifiques chaque semaine.
Et donc toi, tu parlais aussi de la répression sur ce point-là. Comment toi tu vois, enfin vu que tu regardes un peu partout, tu vois, mais on remarque quand même une répression de plus en plus importante, un peu généralisée dans en tout cas toute l'Europe de l'Ouest, même l'Europe de l'Est. Tu vois comment la suite du mouvement? Est-ce que tu sens, parce que j'ai l'impression, je voulais savoir ton avis là-dessus, quand je relis des vieux livres, hein, tu vois, que ce soit enfin des trucs comme Football Factory ou bien les livres ultra, je me souviens plus du livre qui a fait Ultra mode de vie. Ultra Mode de Vie, tout ça, tu vois, qui a été sorti donc en 2015, 2014, voilà exactement celui que Et t'as là, juste au-dessus. regarde. Ouais, voilà, exact, tu vois, tous ces livres-là. T'entends déjà il y a 10-15 ans que ils étaient un peu en mode ah, le monde ultra il arrive sur la fin. Ils ont toujours un peu une peur que ça se termine. Et même encore aujourd'hui, on l'entend. Toi, tu vois comment la suite du mouvement? Est-ce que tu sens qu'il est vraiment en péril? Euh, Ouais, comment t'analyses, disons, un peu le futur du mouvement? C'est une très très bonne question. Euh, Très très compliqué parce que bah, j'ai pas de boule de cristal, mais en fait, je trouve à titre purement personnel, euh, là vraiment, c'est pas du tout une parole d'évangile, hein, c'est vraiment un avis personnel. Moi, je trouve que être un groupe ultra, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instabilité. Alors, quand je dis instabilité, c'est-à-dire que c'est l'idée pour moi, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Je m'explique. Je, là, je pense forcément à cet exemple parce que c'est actuel et c'est ce qui se passe à Strasbourg, mais euh, aujourd'hui, je veux pas dramatiser, mais vu ce qui se passe à Strasbourg, je ne sais pas ce qui va se passer pour les UB90, par exemple. Voilà, vu ce qui est peut-être mis en place, etc. Pour moi, malheureusement, dans un contexte de répression à la fois autoritaire, étatique, de police, dans des rapports parfois conflictuels entre clubs, tout peut basculer du jour au lendemain. Un groupe qui pouvait être adulé pendant des décennies peut voilà, se retrouver tomber en désuétude, être décrié pour ses prises de position, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas on critique beaucoup, par exemple en France, la répression ultra, c'est vrai, mais c'est un mouvement qui est généralisé, hein. Ce qui se passe par exemple en Espagne a été assez terrifiant. Il faut voir comment les ultras marseillais sont présentés en Espagne. C'est un truc de fou, hein. T'as l'impression que c'est des animaux qui Ouais, ouais. débarquent, etc. Enfin, c'est lunaire comme situation. Je veux dire, les polices européennes ont je dirais, cette peur, cette incompréhension. Alors, ça dépend encore des pays. L'Allemagne, c'est quand même un modèle différent. L'Angleterre aussi. Bah, alors, l'Angleterre, il n'y a pas d'ultra, mais en tout cas, l'Angleterre, il y a un modèle de supporterisme qui est quand même bien ancré, y compris chez les forces de police, où voilà, tu as les polices qui souhaitent, les préfectures de police qui souhaitent un bon déplacement et la bienvenue aux supporters. C'est des trucs que tu pourrais jamais voir en France. Mais je trouve quand même que dans beaucoup de polices européennes, tu as quand même une grosse méconnaissance du sujet et une répression qui est organisée par des ministères aussi qui sont parfois incompétents, il faut le dire, et par un enchaînement d'arsenal juridique et législatif qui nous donne parfois des, 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 des comprimés, des choses lunaires. Je pense à ce qui s'était passé là, il y a quelques années à Bordeaux, enfin à Paris, au Paris FC, lors d'un Paris FC Bordeaux, où il y avait des arrêtés qui s'étaient chevauchés, réannulation, et puis finalement il entre en vigueur ce qu'ils avaient donné, cette situation lunaire où les supporters bordelais étaient autorisés à supporter leur club à Charletti, mais interdits de déplacement en Ile-de-France. Ouais. Mais Voilà, le truc des donc arrêtés préfectoraux vu de l'extérieur, franchement, je t'avoue que moi, ça me fait toujours très très rire. J'essaie tout le temps de les lire, mais ce côté où ils disent. Comment, je sais plus, la formulation qu'ils utilisent, qui se représente comme supporter dans une zone, ou avec les maillots, l'interdiction des maillots, tout ça, c'est. Enfin. Et que ça sorte tellement tard. Enfin, l'organisation arrive tellement tard où tu sais déjà que, enfin, pour des déplacements. Enfin, en France, c'est des déplacements qui peuvent faire 600-700 km. On sait l'organisation qu'il y a derrière l'organisation des cartes, tout ça. Et qui sortent à la dernière minute, c'est quand même. Enfin, de l'extérieur, c'est ahurissant, quoi. Ahurissant. allez, je vais faire une petite confession d'ailleurs, ça me fait penser aux arrêtés préfectoraux. Moi, ce que j'aime beaucoup, moi je suis quelqu'un qui, alors, on va dire que
c'est assez paradoxal, mais j'aime pas les troubles à l'ordre public. Moi, c'est un truc que je déteste. Moi, j'aime bien l'ordre public. Pourtant, je déteste les répressions ultra. Mais ça a bien un truc qui va à l'encontre du respect de l'ordre public, c'est interdire des déplacements. Parce qu'interdire un déplacement, en gros, se désintéresse du problème. En fait, c'est le même problème en France qu'en Europe. Mhm. Et les sont légion. C'est-à-dire que si tu interdis, littéralement, ça veut dire, bah, tu fermes les yeux, il n'y a pas, en fait, il y a pas d'escorte, il n'y a pas d'encadrement. Mais en aucun cas, ça empêche des gens de se déplacer. C'est On ça. est bien d'accord. Ouais. Si demain, je suis interdit de déplacement à Nancy, ça veut pas, je veux dire, personne sur pas ce que je fais. Je prends un billet de train pour Nancy, je vais à Nancy. Et ça, c'est pour moi le plus grand problème. Parce que c'est un vrai... Et c'est ça tout le paradoxe, je trouve, des, comment dire, des autorités, etc. C'est qu'ils disent défendre une forme d'ordre public et de tranquillité publique, etc. Mais l'interdiction de déplacement, c'est peut-être la chose la plus dangereuse pour ça. Et donc, c'est toutes les paradoxes qu'il faut mettre en avant et qu'il faut voilà, essayer de... Et qu'il faut montrer. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit partout, hein, dans plein de pays européens, interdiction de déplacement, ça existe. Alors, c'est quand même plus important en France que dans d'autres pays, par exemple. Voilà, l'Allemagne, par exemple, s'il y a une interdiction de déplacement, c'est que vraiment, il a dû se passer un truc terrifiant, quoi. Mais je veux dire, en Allemagne, ils font des déplacements à risque qui sont 7000 en parkage. Voilà, en termes de proportion, si on refait le rapport problème, taille du parkage par rapport à... je veux dire, en France, il y a des parkages qui sont limités. Il y a plus de problèmes en France qu'en Allemagne, il y a des parkages. Alors qu'il y a 7, parfois 10 fois plus de personnes dans le parkage. Donc, après, on pourrait aussi parler de destruction collective, hein, mais là, on va s'étendre. Là, c'est là encore une chose qui est absurde. Enfin bon, voilà. Donc, je me suis un peu égaré, excusez-moi Ouais, pour pas ta de problème, question. t'inquiète pas. Le mouvement ultra a-t-il un avenir? Comment je vois le futur? Bah, malheureusement, je pense qu'il faut continuer à montrer les belles choses du côté ultra. Alors, montrer parfois aussi les dérives, en expliquer aussi parfois les causes. Moi, je dis toujours aussi que parfois, il faut aussi faire une petite autocritique, parce qu'il y a des choses parfois à mon sens, mais encore une fois, c'est purement personnel, selon moi, qui peuvent ne pas être correctes ou qui peuvent ne pas bien se passer dans le mouvement ultra et être perçus par les autres comme dangereux ou en tout cas comme qui peuvent être susciter de l'incompréhension. Mais il faut absolument dialoguer, absolument expliquer les choses. Et voilà, hein, je ne sais pas s'il existe quelque chose pareil en Suisse, mais en France, l'ANS est quelque chose d'absolument fondamental. Et défend voilà, la voix des supporters, leurs intérêts, et c'est vraiment hyper important. Non, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, bon, dans connaissance, ça n'a pas encore l'équivalent de la NS en Suisse, mais je pense pas que ça va prendre beaucoup de temps par rapport à ça. Enfin, dans le sens par rapport que ça se crée, quoi, parce qu'on voit en Suisse où, bah, ouais, là, je viens de voir dans le chat, et puis un peu tout ce truc où on a souvent des menaces un peu de la part de la police, de l'État, mais en général. Par exemple, nous, le sujet vraiment qui a pris beaucoup de place, c'était quoi la saison dernière, il y a 2 saisons, c'était la question des biais nominatifs. Qui d'ailleurs, si je me trompe pas, ont été mis en place à Strasbourg bah, aujourd'hui. Non, enfin, c'est aujourd'hui qu'il est sorti la discussion. Vraiment, alors je ne sais pas si dans les mesures envisagées, tout sera envisagé, tout sera appliqué tout de suite. En tout cas, les biais nominatifs font partie des choses envisagées, oui. Ouais. Puis donc nous, vraiment, ça a été nous, ça a été une vraie bataille, quoi. Ça a duré longtemps où... bah, en tout cas, la SG et tous les groupes de Suisse, même pendant le moment, ont fait grève, disons, dans les stades. Et ont dû, d'une certaine manière, s'organiser en dehors des amitiés, des rivalités, quoi, disons. Et puis hier, justement, enfin, je le vois marqué dans le chat, c'est vrai que c'est quand même arrivé au LPM et quand même assez à noter. Donc l'LPM, c'est un autre groupe en sud du Servette, pardon, qui ont été interdits d'atteindre le stade de Tourbillon hier pour le derby contre le FC Sion. Donc d'ailleurs, ils ont sorti un communiqué, je vous laisserai le lire, je pense qu'il est sur les réseaux. Mais on voit, voilà, on voit que l'étendard, enfin, l'utilisation est de plus en plus important. On sait l'utilisation des caméras, de nos téléphones, tout ça est de plus en plus protégé. Et donc, voilà, c'est important de suivre, surtout quand les groupes donnent des consignes sur comment vente la répression, que ce soit par rapport au dress code, toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses importantes à prendre en compte, quoi, en tout cas.
Et donc, moi j'avais juste peut-être vu qu'on parle de ça, on peut parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end à Strasbourg, si ça va pour toi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Nico, on y était. On était au match. Je l'avais dit, je pense aussi, Valentin. C'est juste que C'est vrai. nous. Ouais, franchement, je t'explique moi comment je l'ai ressenti. Hein. Donc, on n'était pas, on était sur une des latérales, donc évidemment, on s'était bien placé pour bien pouvoir voir les IB 90. Et donc, j'ai vraiment eu énormément de respect pour ce groupe. Je le respectais déjà avant, de manière générale, parce que je savais ce qu'ils faisaient, j'avais beaucoup vu comment le club il a grandi, tout ça, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais au match, voir autant de gens contre le groupe de supporters, ça m'a vraiment choqué. Je le voyais un peu sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, je m'informais un tout petit peu avant de voir les matchs, donc je tombais sur un algorithme un peu qui suivait. Mais les sifflets contre toutes les banderoles, les insultes qui se faisaient contre eux, c'était vraiment, j'étais sous le choc quoi. Je sais pas si toi, Nico, tu veux en parler un petit peu, voir comment toi tu l'avais vécu aussi. Bah ouais, je l'ai vécu un peu de la même façon. Nous, on avait vraiment, on avait des pères de famille un peu derrière nous qui se levaient, qui insultaient les UB à chaque banderole. Et c'était dingue de voir que les mecs se levaient pour insulter les UB et que quand t'as le match et il y a des actions, les mecs se lèvent pas et restent assis. Donc ça montre à quel point, genre, c'est le truc qui est arrivé, c'est arrivé à un stade vraiment puissant. Et puis bon, bah, après, on s'est un peu embêté la première mi-temps. Du coup, on a bougé sur sur les extrémités de la latérale. Et puis on avait vraiment la vue d'ensemble sur toute la tribune. Et quand ils ont sorti la dernière banderole avec le craquage, là il y a vraiment les trois quarts j'abuse un peu, la moitié de la tribune latérale qui s'est levée pour les huer, les insulter. Et c'est vrai que j'avais jamais vu ça dans un stade quoi. Là une telle mésentente entre le groupe et puis le reste du stade. Et surtout Ouais. qu'on voit sur les réseaux là, j'en suis pas mal, des membres proches des UB90 comme on dit ici, ou UB90, que justement de voir je sais pas, la face, pour moi c'est presque un peu un biais cognitif, enfin non même pas, je sais pas comment, pédagogiquement comme ça peut être très difficile à expliquer aux gens le problème de ces multipropriétés pour des gens qui ne voient que le succès. Et je pense que j'ai beaucoup aimé ta vidéo que tu as faite par rapport à ça aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à la voir parce qu'elle est vraiment bien par rapport à ce sujet-là. Puis il y avait aussi un journaliste qui en a parlé, mais c'est cette temporalité différente. Quand les gens arrivent que à voir les succès qui sont là aujourd'hui, et je crois que tu disais, mais qu'est-ce qu'on sait que si dans 2-3 ans, il y a un autre club qui rentre dans le bloco, bah, comme tu as dit, c'est pas Chelsea qui va partir. C'est Strasbourg qui va être mis derrière. À Lausanne, on a aussi le même problème avec Ineos. D'ailleurs, ça, je sais pas, c'est un sujet qui parle plus trop, qui touche plus trop Lausanne apparemment, mais ce serait intéressant de voir l'avis là-dessus. Donc ouais, juste un peu, si tu veux, toi aussi peut-être résumer un peu la situation pour les gens qui connaissent pas, en 2-3 mots, et puis peut-être aussi parler un peu de comment toi tu l'as ressenti. En deux, trois mots, putain, je pourrais prendre 4 heures C'est là. vrai, là, mais vraiment très Euh, très rapide, quoi, si tu veux. euh, Moi, je suis abasourdi par. Je vais dire qu'on. Je vais dire très honnêtement. Moi, personnellement, je comprends totalement un supporter strasbourgeois contre la multipropriété qui a pu siffler la banderole sur Marc Keller. Ça, je le comprends Mm. totalement parce que là, on parle vraiment, je veux dire, autant dans certains clubs français, les présidents sont mal vus, autant Marc Keller en Alsace, c'est pas un dieu, mais pour les fans du Racing, c'est pas loin. C'est quand même un mec qui a sauvé un club qui était à la dérive complète. Et en fait, en fait, moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'il a rebâti le Racing avec des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Mhm. Euh, euh, Venir sur les banderoles, ça, je peux comprendre que ce soit sifflé à titre personnel. La banderole là, je la partage pas. Parce que voilà, enlever Marc Keller, ok, mais pour mettre qui à la place? Alors, c'est peut-être une stratégie des UB. C'est peut-être pour dire, euh, voilà, Marc Keller s'en va, et du coup, vous mettez qui maintenant? Vous mettez un pion de chez vous qui connaît rien, etc. Bon. Pour concernant, oui, ce que tu disais, ce que je disais dans la vidéo, cette culture de l'instant qui pour moi est édifiante, c'est bah, tout simplement que le fait. Alors, je vais dire, je vais m'acclimater à mon public, UB90. Mais donc, les UB90, il y a 2 ans, ils faisaient une banderole. Quel est le projet pour
pour dénoncer un projet sportif qui était un peu obscur, un peu opaque, un peu flou, avec un Racing qui voilà, finit 13e de Ligue 1. Bon, ils ont été suivis à cette époque. Applaudis. Là, vous parlez à juste titre des sifflets. C'était pas des sifflets qu'il y avait à cette époque-là dans la Méno au moment des banderoles. Oui, une forme de culture de l'instant et qui est un peu primante. Moi, je le dis, je suis pas pro ultra, je suis pas pro UB90. Moi, je suis pour la défense d'un football où la multipropriété n'existe pas parce que c'est quelque chose qui détruit les clubs. Et ça, c'est un truc qui moi, m'horripile énormément. Et je vous invite tous à voir, c'est sorti il y a un peu plus d'une heure. C'est la vidéo de Romain Molina, qui est. Alors, moi, j'ai même pas envie de dire elle est révélatrice. Moi, elle me fait peur, carrément. Sur qui détient réellement Strasbourg et Chelsea, en fait. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle est sortie il y a une heure. C'est un truc, moi, ça me fait flipper. Voilà, je dis honnêtement, ça me fait flipper. Et je suis un peu triste de voir que certains supporters strasbourgeois cautionnent ça parce que, enfin, c'est pas les valeurs du Racing, c'est pas les valeurs de ce que sont les Alsaciens, ce qui se passe actuellement. Et autant je ne cautionne pas toutes les actions des UB 90, notamment le quart d'heure de minute de silence. C'est pas mon rôle de dire si c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, mais ce qui se passe pour moi est absolument et assez et voilà, c'est assez inquiétant. Et je sais pas si vous voulez parler peut-être aussi des la réaction du club. Oui, aussi, bien sûr, ouais, ça c'est clair. J'ai pas eu le temps de tout voir, mais donc en gros, de ce que j'ai compris, hein, donc il y a bionominatif pour la tribune, il y a une question de sécurité pour l'accès au local, apparemment, quelque chose comme ça. J'ai lu rapidement l'article de En l'équipe, fait, mais j'ai pas. conférence de presse exceptionnelle de Marc Keller, qui est président depuis 12 ans. Marc Keller, moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur, vraiment, je trouve que c'est un dirigeant fantastique. Et donc, ils ont tenu une conférence dans laquelle il disait voilà, qu'il allait avoir des mesures et que, surtout, ça c'est très très important, que la relation de confiance sur laquelle nous étions basés depuis 2012 était rompue, en gros. Voilà, c'était fini, quoi, en gros. Et donc le DG adjoint et puis Marc Keller ont commencé à dire voilà, il y aura des mesures cet après-midi qui visent 4 assos de supporters, les 4 assos qui ont signé le communiqué, alors les banderoles sont toutes des UB, hein, elles sont toutes signées UB 90. Mais vu qu'il y avait un communiqué qui avait été fait dans la journée, on peut supposer que tout le monde les soutient. Et donc voilà, il y a eu pour résumer une série de mesures qui pour moi, alors j'avais fait juste un tweet avant qui disait que l'indépendance était la clé du mouvement ultra, c'était une valeur importante, vraisemblablement avec tout ce qui arrive on s'y éloigne puisque c'est ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle véritablement une mise sous tutelle du groupe ultra. C'est-à-dire que le local pour faire des tifos et banderoles est fermé. Donc ce sera plus possible de faire ça. Pas de tifos, pas de banderoles. Voilà. Je rappelle quand même que c'est l'année des 35 ans des UB et qu'il était annoncé des festivités assez... voilà, premier point. Deuxième point, tu le disais avant, accès sécurisé, contrôlé. C'est-à-dire que c'est le décidera quand les UB vont au local et, en gros, de ce que j'ai compris, est accompagné. Donc c'est la sécurité du club avec les UB dans un local. Enfin, c'était pas le cas avant. Fin du privilège des ultras pour les déplacements extérieurs. Et ça, c'est une grosse nouveauté aussi. Hein. Tour ou présence, je ne sais pas s'il y en avait avant, mais en tout cas présence de stadiers dans le COP. Ça, c'est un truc qui n'était pas. Et puis billet nominatif. Là encore, c'est une série de mesures. Je ne sais pas si tout sera appliqué tout de suite, si c'est, on va dire, graduel. Voilà, donc en tout cas, ça va être intéressant à suivre les prochains jours parce que voilà, il y
il y aura probablement une réaction des UB et des associations visées. Un truc au niveau de l'accès, du parking, je crois, ou des choses comme ça qui vont être remis en question. Et voilà, donc je suis un peu inquiet, un peu déçu, un peu inquiet parce que en général, quand un groupe ultra se sent menacé et voit son façon d'être, sa façon d'agir être privé de liberté, être presque censuré, on peut le dire. En général, c'est pas très bon signe et je veux dire, je vais pas parler en leur nom et je vais pas dire ce qui va se passer, mais je suis très optimiste, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr que de toute façon, il y aura une réponse soit du groupe, ou en tout cas des groupes face à ça. Je crois qu'il n'y a pas de communiqué ni rien qui est sorti encore pour l'instant, mais ça va être intéressant à voir. Et en plus, je crois que le prochain match est contre Marseille, je crois, à domicile, c'est ça? Je crois que le prochain match à Strasbourg est contre Marseille. Donc je pense aussi là, ça va être intéressant de voir la façon dont le public va réagir. Mais je pense que il y a tout ce côté où mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment choquant de voir à quel point ils n'étaient pas soutenus dans ce combat. C'était assez lunaire, mais je pense qu'aussi quand on est au courant de ce genre de choses-là, on est un peu dans une boîte un peu où on entend tout le monde, on connaît tous les arguments qui sont contre, on connaît tous les exemples des endroits où ça fonctionne pas. Et là, c'est peut-être un des seuls exemples où ça fonctionne, disons, entre guillemets, je dis. Mais où moi, le club a réussi à être en Europe et tout ça. Mais on prend l'exemple de. Quel club du groupe City Girona, là, qui est complètement à la rue du groupe City. Il y a tellement d'exemples. Enfin, puis tu vois, même en Allemagne, comment ça s'est battu contre Salzbourg, contre Leipzig, comment ça s'est battu en Autriche aussi. Et qui n'arrive pas en fait à voir vraiment le problème Boavista sur le au long terme. Portugal. Ouais, Boavista aussi, c'est ça, exact. Ouais, Boavista au Portugal, c'est le meilleur exemple parce qu'avec le même président qu'à Bordeaux. Et puis on voit où ça en est, quoi. Il y a juste des exemples partout, en Ouais, fait. partout, Il y a c'est juste ça. des exemples partout. C'est ça. Ça me permet de réagir à quelque chose. Bien sûr. Vas-y. C'est aujourd'hui un constat qui a d'ailleurs été dressé par monsieur Keller, qui est de dire que aujourd'hui 48% des clubs d'un grand championnat européen sont en multipropriété. Mhm. Sur deux, quoi. Moi, je suis. Mais c'est pas parce que c'est dans l'air du temps que c'est bien. C'est ça. Ouais. Je veux dire, c'est n'importe quoi ce mouvement, ce mouvement de dire le foot moderne il est comme ça, c'est comme ça, on va l'accepter. C'est pas parce qu'il y a une inégalité ou une injustice qu'elle est là qu'on va dire c'est normal. La propriété, elle est dangereuse. Je veux dire, c'est prouvé. Et de plus en plus de voix, notamment en France, au niveau politique, disent c'est dangereux, il va falloir la réguler. Donc voilà, même l'UEFA est en train de réguler là. Je veux dire, ils ont des règles contre la multipropriété. C'est ce qui s'est passé notamment pour Crystal Palace cet été. C'est ce qui s'est passé aussi pour un club hongrois qui n'a pas pu disputer. Non, pas hongrois, justement. Un club slovaque qui n'a pas pu disputer. Je dis hongrois parce que c'est un club de la minorité hongrois-slovaque. Bref, un club slovaque qui n'a pas pu disputer une Coupe d'Europe parce qu'en fait, il y a un club, parce qu'en fait, l'actionnaire, il est actionnaire dans un autre club. Mais je veux dire, évidemment que c'est dangereux. Évidemment qu'on va arriver à des conflits d'intérêts à un moment. S'il y a une rencontre, s'il y avait une rencontre OL Crystal Palace, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est. Donc, voilà, je suis un peu. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui le met en commentaire, le DAC, voilà. C'est le club là. Ah ouais, ok. Je veux dire, c'est quand même un truc de ouf. Et il y a aussi autre chose. À Marseille, quand il y avait eu l'attaque de la commanderie, il n'y a pas eu une seule privation de liberté pour des ultras quand même. C'est ça, parce que tout ce Je veux qu'on dire, raconte là, c'est pour dirait- des banderoles. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est juste des banderoles et 4 fumigènes. Les 90, ils ont brûlé. On dirait qu'ils ont brûlé. Ouais, Non, mais c'est absurde. C'est absurde. Mais on dit que pour dire enfin, on dit on n'a pas le droit de critiquer le projet. Mais c'est interdit de critiquer un projet. Je veux dire, s'il y a bien un groupe qui représente un contre-pouvoir et qui peut justement manifester une voix dissidente, et heureusement, parce qu'on est quand même en démocratie, ou en tout cas on est quand même dans un pays libre où on peut justement avoir des avis divergents, c'est bien là. Alors, je dis encore une fois, je cautionne pas forcément les attaques ad hominem contre
le président ou contre le joueur, même si on peut même dire que ça n'a pas forcément été une attaque contre le président, c'est plutôt une attaque contre le joueur. Mais des avis divergents. Et voilà, je suis assez surpris de la tournure de l'événement parce que vraiment, pour le coup, Strasbourg, modèle de club, dans la manière dont c'était géré avec les supporters et tout, c'était incroyable. Il y avait une osmose, une union sacrée. Depuis 2012, c'était 10 000 en CFA2. Et puis, enfin, je veux dire, ils étaient 10 000 en CFA2 et je vois aujourd'hui les gens dire que les UB, que c'est pas feu les grâce aux UB, que les 10 000, c'était pas 10 000 UB. Ça, je suis bien d'accord. En revanche, il y a un truc qui est c'est que déjà à l'époque, les gens disaient on va à Strasbourg, on va voir le match en CFA parce que de toute manière, il y aura de l'ambiance, ce sera bien. Et l'ambiance, qui c'est qui l'a fait? Ah bah, c'est C'est évident. Je veux dire, s'il n'y avait pas les UB, il n'y aurait probablement pas eu 10 000 en national. Il n'y aurait probablement pas eu 10 000 en CFA2. Donc voilà, je trouve que c'est un peu, ouais, un peu inquiétant, quoi. Puis la multipropriété, ben, voilà, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, Romain Molina, il l'a affirmé dans sa vidéo. Ce que j'ai affirmé moi aussi, il n'y a plus aucune décision stratégique qui est prise à Strasbourg. Je veux dire, à un moment, voilà, tout est pris à Londres. Tout est décidé à Londres, pour Strasbourg. Donc voilà, si ça contente les supporters, tant mieux. Mais moi, je dis très honnêtement, c'est pas mon football, ça. Parce que, à la limite, je vais supporter, je sais pas, moi, un club XY qui prendra les décisions pour mon club. Vraiment, voilà. Ce que j'avais à dire, sinon je pourrais encore parler 3 heures, donc je vous laisse réagir, peut-être aussi avec le chat. Ouais, non, c'est ça. Donc n'hésitez pas sur le chat aussi à poser des questions si vous en avez. Et bah moi, je propose. Ouais, bien sûr, je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas à poser des questions, hein, franchement, allez-y. Mais je trouve que ce que tu dis, c'est super intéressant parce que t'en as aussi parlé dans notre vidéo, mais c'est un peu ce truc où maintenant, en fait, les clubs, ils essaient tellement de se dégager, enfin, pas dégager, de s'écarter plutôt des vraiment des supporters locaux les plus proches ou ceux qui se donnent le plus, disons, de manière générale. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on remarque, même avec la volonté on a parlé dans la vidéo aussi, des matchs délocalisés, d'essayer de pousser en fait à une espèce un libéralisme complet, un détachement total à l'ancrage local que devrait avoir un club, enfin de ce qui fait vraiment la force d'un club, quoi. C'est vraiment de cette manière de représenter une région, un pays, ou enfin, pas un pays en général, un club, mais pardon, une région, une ville, un département ou un canton, quoi. Ouais, le football en 2050, il va être sympa à jouer des matchs à Los Angeles entre Chelsea et Strasbourg. Ça va être cool. Ouais, c'est ça. Franchement, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver, hein. Non, du Il y tout. a une question qui me concerne, le club que je supporte, c'est quelqu'un qui répond Reims. Non, je suis pas supporter de Reims. Je suis supporter, je suis supporter d'un club qui a battu Reims en barrage de play-off pour la Ligue 1. Je suis supporter du FC Metz depuis un autre tout petit. Grenat, un autre Grenat. Un autre Grenat, voilà. Un club que j'aime énormément. Et puis après, comme j'ai des ascendances italiennes, j'ai une petite passion aussi pour la Juventus. Mais voilà. Désolé, hein, Non, c'est pas grave, hein. Ça me fait rire. on a un autre Juventini avec nous là aussi. Un tifosi, là, un vrai, qui parle bien italien. Pardon, je suis trop perdu avec tout ça. Ah oui, voilà, je vais revenir là-dessus. Toi, tu parlais Enfin, t'as parlé de Romain Molina, tout ça. Dans ton milieu, donc, qui utilisent YouTube, la création vidéo, est-ce que t'as souvent des liens avec d'autres créateurs de contenu foot, ou bien est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais? Je sais pas, il y a des gens qui demandaient est-ce que tu vas faire une interview avec Romain Molina, est-ce que c'est vraiment... Je sais pas s'il me connaît, Romain Molina, mais moi c'est quelqu'un dont j'apprécie la franchise, le travail. Donc pour une interview un jour, parce qu'on a quand même des sujets en commun sur les enjeux internationaux liés au football. Donc bien sûr, moi faire une vidéo avec lui, ce serait avec grand plaisir. Non, j'ai quand même des retours, j'ai quand même beaucoup de... En fait, comme on peut le voir sur la chaîne, il y a quand même très très peu de featuring. Parce que c'est compliqué de faire des feats avec des créateurs de contenu, des youtubeurs qui n'ont pas du tout la même approche que moi et pas forcément la même passion, tu vois. Je veux dire, il y a des créateurs que j'adore, je pense à qui par exemple, enfin il y en a plein. Alors Valfoot et Compte de Foot, on avait fait des feats ensemble il y a quelques années sur l'Euro, mais c'était sur un sujet vraiment précis.
mais voilà, aujourd'hui, je peux pas faire un feat pour faire un feat, ça n'a pas grand intérêt parce qu'il faut que les deux aient leur mot à dire, leurs choses intéressantes. En revanche, voilà, j'ai des relations avec beaucoup de youtubeurs. Encore aujourd'hui, j'ai discuté avec un max de foot. Voilà, c'est un milieu forcément où on se connaît un petit peu par les réseaux, etc. Et moi, ce qui me différencie, ce qui est bien avec moi aussi, c'est comme j'ai une ligne totalement différente, on peut pas, on peut pas, on peut pas me dire que je m'inspire d'un tel ou d'un tel. Et donc, j'ai des discussions en toute transparence et ça se passe très très bien les rapports. Alors, je crois qu'il y a il y avait une question avant, j'ai vu dans le chat, j'ai vu un truc du type, est-ce que tu as des retours d'ultra? Ouais, c'est ça que je demandais Euh, aussi. Alors, j'arrive plus à la voir, mais est-ce que j'ai des retours d'ultra? Oui, ça m'arrive, de beaucoup de clubs, et ça m'arrive, oui, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive très souvent d'avoir des vidéos, beaucoup de remerciements aussi d'avoir parlé de ça, d'avoir mis en évidence ça. Faut savoir qu'il y a il y a quelques ultras aussi qui regardent les vidéos. Je pense à notamment que ça m'est arrivé de faire des vidéos sur des clubs avant un déplacement, par exemple, d'un club français en Coupe d'Europe. Et, et donc, je sais qu'il y a quelques ultras qui regardent les vidéos pour savoir à quoi s'attendre, on va dire. Et ça, ils le font. Et la meilleure des récompenses pour moi, c'est quand un mec qui a fait un déplacement revient et me dit tout ce que tu as montré dans tes vidéos, je l'ai vu en tribune hier. Donc voilà, c'est des choses qui font très plaisir, quoi. Et est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a plus marqué, que t'as réalisée? Une des vidéos dont t'es le plus fier, que t'as pu créer, où tu t'es dit, ah ouais, là, je suis très content. Pas forcément la plus, qui a peut-être eu le plus de vues ni rien, mais tu sais, qui t'a, disons, plus personnellement touché et, ouais, apporté quelque chose, disons. Alors, c'est pas la vidéo qui a le plus, ça c'est sûr. Même si, alors la vidéo qui a fait le plus de vues, moi, c'est celle sur le hooliganisme polonais. J'étais très très fier de cette vidéo, mais c'est pas celle dont je suis le plus fier. Je crois que celle dont je suis le plus fier, c'est celle sur le K-Block de Dresden. Parce que c'était une vidéo très 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 compliquée à faire dans le sens où il y a un gros travail à faire entre l'apolitisme, un peu d'imbrication de hooligans extrême droite, mais en même temps, faut pas faire trop d'amalgame. C'est la grosse difficulté pour moi sur la chaîne, et peut-être que c'est une question qu'on me posera. C'est l'idée de toujours recontextualiser, nuancer et de pas forcément tomber dans les généralités ou voilà, dans les jugements trop hâtifs. Moi, c'est une grosse difficulté pour moi. Ça a été un long travail parce que là, pour le coup, je veux dire, en termes de sources françaises, il n'y a rien du tout. C'est très compliqué de trouver des choses intéressantes. Donc là, j'étais sur des forums, j'ai exploré des forums allemands. J'ai fait plein de trucs en anglais, en allemand, vraiment pour décortiquer des trucs. Et puis après, l'avantage aussi, c'est quand une met des symboles, met des trucs, bah, c'est forcément facile de comprendre parce que forcément, quand il y a un symbole Allemagne de l'Est, bah, tu peux comprendre des choses, etc., etc. Donc, je pense il faut vraiment être très attentif visuellement. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, quand je traite des vidéos sur les Croates, les Serbes, les Albanais. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aucune source pour travailler sur ces sujets-là. J'ai juste besoin de regarder la tribune, ce qu'elle fait, ce qu'elle chante, ce qu'elle dit, et le qu'elle met en tribune. Voilà. Et ça m'aide beaucoup. Et c'est les vidéos en général où je suis le plus fier. Après, bien sûr, la vidéo sur les déliés, sur la torsida, c'est des vidéos que j'ai adoré faire. Et ça, c'est aussi des vidéos dont je suis très, 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 très fier. Ouais, donc bah, on voit que c'est des vidéos, enfin, tout là, sur le chat, en tout cas, ça parle beaucoup des vidéos sur le... Il y a une question de Gent qui demande ton avis sur la situation Albanie-Serbie avec par exemple la délocalisation du match à Leskovac, ville historiquement albanaise qui ont été expulsés par les Serbes. Sujet sensible. Sujet sensible, attention. C'est hyper intéressant. La délocalisation du match à l'OBI a une donnée évidente, c'est de ne pas faire la même erreur entre guillemets qu'en 2014, c'est-à-dire ramener des Albanais à Belgrade. Voilà. Je vois pas d'autre explication. Parce qu'ils vont ils vont jouer dans un tout petit stade pourri de 8000 places. Là, enfin pourri, il est tout neuf, hein, mais il est très petit. Alors qu'ils pourraient garnir un stade rempli, parce que même si la sélection serbe en ce moment ne ramène pas les foules, tu mets un Serbie-Albanien en Serbie, Ouais, je peux quand il t'assurer que le stade il est ouais, rempli. c'est sûr, ouais. Même si c'est pourri.
Et donc, ça me paraît évident qu'au vu ce qui s'était passé il y a 10 ans, parce qu'il n'y avait pas eu que le drone, hein, les gens retiennent le drone, etc. C'est vrai. Mais il y a eu énormément de choses avant. Et je veux dire, je pense très honnêtement que s'il n'y avait pas eu le drone, pour moi, le match ne serait pas allé au bout. Ça me paraît évident, vu qu'il y avait déjà des. Voilà. En plus, et ça, ce qui est exceptionnel, parce que les vidéos le montrent, c'est qu'il y avait tous tu vois, le gratin de hooligans serbes, qui est quand même un gratin. Ils étaient tous là. Il n'y en avait pas un qui n'était pas là. Ils étaient tous là. Partisans, Étoile Rouge. Ils étaient tous là. Donc, voilà, la délocalisation me semble logique dans la mesure où c'est un gros risque de faire ce qui voilà, de remettre le match à Belgrade. L'aller plutôt bien passé parce que là ce sera le match retour des éliminatoires Serbie-Albanie. Albanie-Serbie à l'aller c'était plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé dans la mesure où les TKZ, le groupe ultra de la sélection albanaise, n'étaient pas au stade. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses si le groupe avait été là. Ça aurait été plus tendu. Mais oui, mais bon, comme il y a 10 ans, il n'y avait pas les Serbes en Albanie, il n'y aura pas les Albaniens en Serbie. Ce sera la même chose aujourd'hui. Maintenant, voilà, il y aura des rhétoriques serbes sur le Kosovo dans le stade, c'est évident. Je veux dire, voilà, il faut s'y attendre. Parce que la sécurité serbe, elle le filtre pas, ça. Donc avec un match très chaud, mais le match aller s'était quand même déroulé dans un esprit plutôt fair play. J'avais été surpris à certains moments de voir voilà, des joueurs se tenir dans la main dans la main, etc. Et pour revenir à la Juventus, peut-être que la nouvelle fraternité, je rigole, mais le nouvel. Ouais, le trio d'attaque. Le duo Zegrova-Vlahovic va peut-être faire la paix. Un We Are the World du Balkan. Bon, mais malheureusement, le ne rapproche pas les peuples dans cette région-là. C'est bien dommage, mais. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, pour toi, le foot, ça dit quoi vraiment de notre société, de ce côté-là, quand tu parles comme ça. Pour répondre à cette question-là. Pardon. J'ai combien de temps pour répondre à cette question? Comme tu veux, mais genre de manière générale, tu vois, je regarde. Non, parce que tu vois, c'est alors, vrai. Sur la chaîne, je aime très souvent de rivalité, souvent de matchs chauds, de matchs tendus, de matchs qui peuvent dériver, de violence parfois aussi. Moi, à titre personnel, je suis grosso modo un éternel optimiste. C'est-à-dire comment rapprocher les peuples et rapprocher les gens qui se divisent. Parce que s'il y a bien un truc qui est compris par tout le monde, c'est le foot. Voilà, je dis toujours l'exemple, tu mets un Turc, un Algérien, un Chinois, Chinois c'est pas forcément le meilleur exemple, un Hongrois, bref, peu importe, tu les mets sur un terrain, ils sont pas de la même religion, pas de la même religion, pas de la même nationalité, ils se parlent pas, ils se comprennent pas, tu leur mets un ballon, ils se comprennent. Pour moi, moi je dirais que c'est l'essence. Moi, je trouve que c'est l'essence même du foot. C'est les choses que j'aime. Après, malheureusement ou heureusement, parce que le foot, c'est le sport universel. T'as de la passion, t'as des trucs de malades qui sortent de. Ça a complètement lagué. Je sais pas si vous l'entendez vous encore ou pas. Il y a plus rien. Je sais pas si c'est Là, bon. il a bugué là. Ouais, attendez, moi aussi je l'entends plus. Je suis dire. C'est sa connexion à lui. Ouais. Regarde, là on le voit plus bouger et tout. Là c'est pas nous, là c'est lui. Putain, j'espère qu'il est pas en train de De trop parler. parler tout seul. Envoie-lui un message. Ouais, Non, là c'est pas, on l'entend plus, il a bugué. Ah, t'as bugué. Merci Bosco. Il a dit quoi? Il a dit que tu bois avec tes cheveux. Mais les gars du chat, t'as lieu de parler d'embrouille Albanie, Serbie et tout là, poser des vraies questions là. On a la chance d'avoir l'Arena, profiter de ce moment pour vous instruire un tout petit peu, mec. Félix, Quoi? demande-lui si lui il fait un peu de. Pour une fois qu'on a un mec. J'entends pas ce que tu dis. Demande-lui si lui il fait un peu de downloading. Ah ouais, je vais lui demander, ouais, bonne question. Là lui il a complètement bugué. Hein. Ah bah si tu le rappelles sur Discord, ça peut, il reçoit une notif, un truc comme ça. Ah là, il a rebougé, Là, non? Ah non, on dirait. Attends.
Non, elle a pas rebougé du tout. Déconnecté. Faut qu'il... Mais on pose des questions, vous lisez pas. Bon, ça, on lit pas, c'est pas vrai, mec. Après, on peut pas tout lire, les gars. Hein. Ouais, mais les questions qui sont bien, on les lit. Ouais, puis des fois, ça va pas dans la discussion, donc ça sert à rien de couper une discussion intéressante pour une... Ah, mais je crois qu'il a plus de wifi parce qu'il a... il reçoit pas les Ouais, je pense messages. qu'il a plus de wifi, les gars. Ou alors il a fait genre il avait plus de wifi parce Non, il que voulait ça plus lui nous parler, le cassait gars, il est les porté couilles. dans un plan super compliqué. À 20h48, t'éteins le wifi. Il a dit ça à sa meuf. Ouais, c'est ça, là, son excuse parfaite. Mais déjà, son vocal il bug, c'est à cause de sa connexion. Ouais, je pense, j'imagine que c'est ça Ah oui, aussi. c'est sûr. Bon, on va attendre encore un tout petit moment, je vais dire de se reconnecter sur le Discord dès qu'il peut. Mais je suis sûr qu'il a qu'une tablette ou un truc comme ça, puis en fait il avait plus... Ah, là il est revenu. Là il est vu en tout cas. Ah, Il arrive, il a dit. j'arrive. Ok, il se reconnecte. Mais ouais, essayez de représenter mieux, poser des vraies questions, des questions intéressantes et tout là. Et si votre question elle est bien, genre remettez-la si on n'a pas... Si on l'a pas lu quoi. Là, cette question elle était bien. Elio Toto. Et je sais pas si... Parce que la session pour régler les problèmes d'ultra. Ouais, mais ça c'est trop large les gars. Ah ouais, je vais lui demander s'il a vu le tifo. On va lui montrer. C'est nous qui avions fait ça. C'est nous ça. C'est nous ça. Est-ce qu'il aime bien les t-shirts de Romain Molina? Voilà, exact. Pourquoi il porte pas des t-shirts comme Romain Molina? Pourquoi il boit pas 2 litres et demi Est-ce que d'eau vous en... mettriez ça? Ouais, mais il est trop beau. Moi, il me fume, mec. Il est trop fort, ce gars. Ah, il est en train de se reconnecter. Ah, voilà. Tu nous entends? Entendez, vous me voyez Ouais, ou pas? voilà, Ouais, c'est tout bon. j'ai changé d'endroit parce que là j'ai plus rien là. Ok. T'as- Bah là, t'as je une- suis désolé, t'as je une pense que connexion Ouais, je pense que c'est de mon côté que ça a lâché, je suis désolé. Y'a aucun problème, t'inquiète. Y'a aucun problème. J'espère qu'on n'a pas perdu, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde pendant ce Non, petit, du tout. Enfin, je sais pas, c'est bon. De toute façon, en vrai, ça a duré 2 minutes. Ils ont qu'à se reconnecter. Je sais plus sur quoi on était. Je me souviens plus. On était sur les, Albanie, je sais pas quoi. était sur les, ouais, ce que tu, je crois ce que ce je, que le foot ramène à la société, quoi, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qui te fait... je crois que c'est ça. Ouais, exact, ouais. Il y a cet aspect, rivalité, il y a cet aspect tension qui ressort beaucoup. Et en fait, le football, il dit en fait, il dit des clivages d'une société, des clivages de peuple aussi. Voilà, c'est l'image de guerre, c'est l'image de conflit. On voit que c'est décuplé, par exemple, dans certains pays. Forcément, quand il y a un match Serbie-Albanie, bien évidemment que la guerre du Kosovo, elle revient, tu vois. C'est donc un exemple un football, il est révélateur de tensions, il les catalyse aussi, parfois il les renforce, et en fait, c'est le miroir de la société. Mais aujourd'hui, quand tu vois par exemple toutes les répressions qui sont faites dans le mouvement ultra, les ultras le disent depuis des années, c'est un peu un laboratoire de ce qui peut arriver dans la société. Et pour plein de raisons, le football est le miroir de notre société. Et en tout cas, il dit beaucoup de choses du monde. C'est pour ça que je dis que la chaîne, elle a pour but de comprendre le monde du football et le monde par le football. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose de... Je pense que le côté miroir de la société, il est super intéressant à voir au stade. Et puis, je sais pas comment exactement ça se passe un peu partout. Mais je sais qu'à Genève, c'est assez dingue de voir... C'est un des seuls trucs qui est vraiment très très populaire dans le sens où il y a un vrai mélange de société, de toutes les classes différentes, de tous les différents revenus, tout ça. Et c'est encore de plus en plus rare aujourd'hui. Il y a plein d'activités qui sont tellement presque socialement classées, quoi. Il y a des choses qui sont complètement inatteignables pour la classe moyenne ou la classe, disons... Mais bon, évidemment, c'est pas le cas partout. Je prends par exemple dans l'Angleterre où les billets peuvent coûter une fortune ou quoi. Je parle vraiment du cas à Genève. Et que tu peux être enfant au stade entouré de gens qui font pas du tout le même métier que toi, qui n'ont pas fait le même type d'études que toi, que t'aurais jamais pu croiser de manière, disons, un peu plus naturelle ou normale dans une soirée ou j'en sais rien, quoi.
Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a une question de Elio Toto qui est très intéressante. Est-ce que tu comptes créer une nouvelle direction de vidéo du style tu parles de groupe ultra et ensuite tu vas les voir en tribune, du style Fab et Tio, ou rencontre avec des membres ultra, etc. PS, à quand la vidéo sur les ultras suisses ou même la SG? Il a dit qu'il allait sortir une vidéo bientôt, mais qu'il voulait pas trop nous dire. Donc, est-ce que tu penses prendre une nouvelle DA, disons, un peu? Alors, alors moi j'ai rencontré un groupe ultra déjà. Je sais pas si cette personne-là est au courant. Je vois pas la question en fait. Ouais, Peut-être qu'elle est remontée trop haut. ouais, c'est ça, on est monté un peu plus haut. Ouais, t'es La là. skip, mais j'ai rencontré les ultras de Strasbourg il y a 4-5 mois. Il en a fait une vidéo et oui j'ai envie de reconduire l'expérience avec des clubs français, avec des groupes français, avec aussi pourquoi pas des groupes, on va dire étrangers pour moi, hein, c'est-à-dire hors France. La question ensuite de les accompagner en tribune, ça je suis pas forcément chaud parce que moi je considère que les caméras ne doivent pas être dans une tribune ultra. Alors, bon, c'est mon avis, mais moi je suis pas forcément pour faire genre des vlogs à l'intérieur de ça, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout ce que je recherche. Même si on me l'avait proposé, par exemple pour les Strasbourg, m'avait dit si tu veux aussi venir en tribune pour filmer, en foutant les visages et tout, tu peux venir. J'ai refusé parce que j'ai dit que avec le cortège et tout, et puis l'interview, moi ça me suffisait et que j'avais pas besoin d'aller en tribune. Voilà, je dis toujours si tu veux aller aux tribunes, si tu veux voir à quoi ressemble une tribune, tu vas au stade. Enfin, tu regardes, voilà. Et donc, je le dis clairement, je pense pas qu'il y aura moi, il n'y a pas de vlog. J'en ai fait par le passé parce que j'ai habité à Florence. J'ai essayé les vlogs. Bon, j'aime pas c'est intéressant à faire, mais j'aime pas du tout. C'est-à-dire que moi, je profite de rien, quoi. Je veux dire, je filme, Ah, ouais, je commente, mais tu profites de rien. J'avais l'avantage d'être sur place parce que j'ai habité en Italie. Et donc, du coup, bah, j'ai vu plein de matchs et donc forcément il y a des matchs où il y a des matchs où je profitais pleinement de l'ambiance et tout, mais je me souviens avoir fait un vlog Juve Milan, non, Fiorentina Milan, Fiorentina Juve. C'est cool, il y a de l'ambiance et tout, mais voilà, il y a parfois des moments où j'aurais aimé plus vivre l'ambiance. Donc les tifos, je veux dire les vlogs vraiment dans le stade, c'est sûr que c'est pas possible. Après, concernant voilà les rencontres, des interviews posées avec des groupes pour comprendre leur version, leur mouvement, leur version la vision de leur sport, la vision du groupe. Et puis pourquoi pas aussi faire un peu des événements comme j'avais fait à Strasbourg avec le cortège, l'accompagnement du cortège. Ça, c'était génial, ça pour le coup. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout, mais encore une fois, les, les groupes ultras sont pas forcément faciles à atteindre. Ils ont aussi peut-être cet a priori sur les caméras, mais je crois avoir montré que j'étais pas journaliste. Je suis pas journaliste, mais je suis pas quelqu'un qui est là pour descendre les ultras. Mais je peux comprendre cet a priori et j'ai été bien reçu à Strasbourg. Rien ne dit que je sois bien reçu dans d'autres clubs ou chez d'autres supporters. Donc voilà, ça dépend de tout ça. Mais moi, je remercie encore aujourd'hui les UB90 et les Ultras de Strasbourg parce que je pense que vous le savez qu'il y a une rivalité qui existe entre Strasbourg et Metz. Et on a fait une interview et ils m'ont ouvert leurs portes en ayant totalement conscience que j'étais supporter du FC Metz. Et ça, il n'y a pas beaucoup de groupes, je pense, qui l'auraient fait. Et ça a donné pour moi une vidéo qui était voilà, extrêmement intéressante, extrêmement pour des personnes qui connaissent pas forcément le milieu ultra. Je sais pas si j'ai fait le tour de la question, peut-être. Ouais, non, je pense que c'est pas mais mal, je pense que ça c'est bien répondu. Et je pense aussi, même pour Voilà, toi, pour ça te légitime dire- aussi, ça légitime aussi ton travail. Je pense que c'est un truc aussi de confiance où ils peuvent. Enfin, ils savent que t'allais pas descendre un peu tous les combats qu'ils mènent en ce moment, quoi. Donc, bravo Mais aussi. voilà, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une discussion, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Gent 19 Gent 06 qui demande ton avis sur le CUP, ou la CUP, je crois qu'on dit, qui sort des tifos leaks. Bah, moi, je suis pas un très grand. T'es pas obligé de répondre à toutes les questions, hein, si jamais. Moi, je vous le dis, je suis pas un très grand admirateur du CUP. Ce que je peux reconnaître, c'est que ils ont rendu quand même une sacrée ambiance au Parc des Princes, qui avait disparu. Voilà. Mais je me arrêterai là pour le moment. Je crois qu'on sait tous notre avis là-dessus. Et
Alors, est-ce que... Alors, il y a Ghent-0203. Est-ce qu'un dialogue et la police peuvent ou devraient avoir lieu? Est-ce qu'un dialogue entre la police et les ultras devrait avoir lieu, je pense? Bah alors déjà, il faut savoir que les ultras dialoguent avec la police, hein. Euh, je veux dire, quand il y a un cortège, les premiers interlocuteurs du groupe ultra, c'est la police, parce qu'il faut suivre le parcours qui est tracé. Donc il y a un vrai dialogue, hein, entre ultra et police, hein. Ça, il faut. Alors bon, dans certains pays, il est un peu plus présent et un peu plus calme, on va dire. Euh, mais parfois, on l'a vu, ouais, parfois il n'y a même pas de dialogue du tout en fait d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, non, il existe quand même. Il existe. Sur cette manifestation, il existe et il est obligatoire. Il faut pas oublier vraiment, ça c'est un truc qui est souvent oublié, c'est qu'un groupe ultra, c'est une organisation qui est structurée. Alors là, je parle du point de vue français parce qu'après, je pense que, je pense que le, je pense qu'ils sont des associations également, du genre, ça doit être l'article 60 du Code civil suisse, un truc comme ça. Euh, mais, euh, mais une donc ils ont un porte-parole, ils ont quelqu'un qui est en charge de tout ça, quoi. Et donc c'est des interlocuteurs pour tout, les collectivités, pour la mairie, pour la police, le club évidemment. Et ça, il faut pas l'oublier, quoi, hein. C'est pas que des mecs qui viennent en tribune, qui chantent et voilà, hein. C'est beaucoup plus gros que ça, hein. Et c'est beaucoup plus mix que ça. C'est-à-dire que c'est pas que des mecs qui se tabassent à la bière de 8h à midi avant de manger, puis de 14h à 19h d'aller au stade, hein. C'est vraiment pas que ça, hein. Pas comme Je l'ai Nico. vu à Strasbourg, je veux dire, c'est vraiment des mecs, il y a de tout, quoi. Il y a de tout, hein. Moi, j'ai rencontré des ingénieurs, des mecs au RSA depuis 20 ans qui sont ultra, hein. Il y a de tout, hein. Ah, c'est clair. Il y a une autre question que demande Wawa Spot, un avis sur les groupes multisports autres que le nôtre, foot, basket ou water polo, là, comme en Croatie surtout. Ouais, alors ça, c'est pour le coup un truc qui est pas du tout très peu Europe occidentale, j'ai envie Ouais. de dire. Alors, il y a un peu de culture ultra, genre dans les sports, genre basket, hockey un petit peu, mais il n'y a pas de groupe il y a pas de groupe ultra, on va dire multisport comme en Grèce, en Serbie ou en Croatie par exemple, ou la Brigade des Carpates en Hongrie qui suit l'équipe également en water polo où les Hongrois sont très très forts. Moi, je trouve ça bien personnellement. Enfin, je sais pas si j'ai un avis là-dessus, mais je trouve que c'est top parce que ça fait vivre des grosses ambiances et ça, c'est pour moi, ça montre un peu la cohérence de ces groupes qui accompagnent leur équipe jusqu'au bout. Et ce qui est très drôle parfois, c'est que des tensions qui peuvent émerger dans un match de foot, après Ouais. ils se retrouvent en basket. Ça, c'est Hum, très très drôle. C'est ce qui était arrivé Moi, il y je a suis quelques complètement années. fan de ça. Je trouve vraiment dingue en Grèce, en Hein. Croatie, tout ça quand ça arrive. Ouais, c'est ce qui était arrivé il y a quelques années lors des clashs qu'il y avait eu entre fans de la Roma et fans de l'Étoile Rouge. C'est que ça avait commencé par la vol de bâche des Romains par les déliés et on avait retrouvé, et comme les Romains sont copains avec l'Olympiakos, le match Olympiakos Étoile Rouge en Euroleague était hyper chaud parce que voilà, ils craignaient des représailles des Romains. Donc voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve, à analyser. C'est clair. Une question de Dies Lados. Est-ce que ça pourrait t'arriver d'interviewer des dirigeants de club? À quand le featuring avec Bluco et... Comment il s'appelle le nouveau président de Chelsea? Ouais, ouais, je pense. J'aimerais bien. Ça dépend de quel dirigeant, hein. Ouais. Mais très honnêtement. Et puis, alors, il y a eu des idées farfelues, hyper drôles. Euh, Quelqu'un m'a déjà proposé une fois, est-ce que ce serait possible de faire un tête-à-tête ultra entre deux ultras rivaux? Euh, c'est déjà compliqué de réunir un ultra, alors s'il faut en réunir deux. Euh, j'ai eu vraiment des propositions drôles. Non, dirigeant, ça peut être intéressant. J'aimerais bien comprendre. Enfin, je veux dire, par mes études, je connais très bien le fonctionnement d'un club professionnel. J'ai travaillé dans des clubs pro. Pas que le foot, hein, mais aussi, par exemple, le basket. Je sais très bien comment ça marche. Et ouais, ça pourrait me faire interviewer des dirigeants. Bah là, tu vois, j'aimerais beaucoup avoir
Alors, je sais que ce serait une communication assez policée, mais on en parlait avant. Pouvoir discuter là avec Marc Keller, ça me plairait beaucoup. Mhm. Ouais, je pense que ce serait. En tout cas, ce serait une bonne manière enfin, pour lui aussi de pouvoir avoir une manière pas forcément de se défendre, mais de pouvoir discuter de manière plus Ouais, ouverte, quoi, disons. Enfin, de mieux présenter ce qu'il veut vraiment, quoi, disons. De cette manière-là. exactement. Il y avait une dernière question que je voulais Je sais pas prendre. si y a d'autres questions. En tout cas, les gars, n'hésitez pas. Moi, je suis là Ouais, pour y franchement, répondre si vous voulez. n'hésitez pas. Euh, Ça, on a fait. Peut-être que si les gars, vous aussi, vous avez encore des questions, n'hésitez pas non plus. Hein. Ouais, bah moi Aucun- j'avais juste une question, je voulais savoir, toi c'est quoi ta vidéo de rêve que t'aimerais faire? Si t'avais genre le temps, le budget illimité, disons, tu vois, genre si on te donnait un vœu de vidéo, genre est-ce qu'il y a Oh là 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 là, purée, c'est compliqué. Moi, mon vœu de vidéo, ce serait faire une interview avec un leader de la Curva Sud à Milan dans San Siro. Ah ouais, ok, pas mal. Ça pourrait être ça. Mais étant donné qu'il y a des sacrées mauvaises histoires avec les ultras milanais ces derniers temps, j'ai pas, j'ai pas envie de finir charcuté par la mafia calabraise. Mais bon, Ouais, bah ça c'est sûr que là pour passons. l'instant à San Siro c'est pas le c'est pas la meilleure saison ni la meilleure ambiance qu'il y a actuellement quoi. Enfin qu'a connu San Siro disons. Une question de bruit. Triste, hein, San Siro, c'est très triste. Ah, bruit, ouais, San Siro c'est très 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 triste. Waouh, Bruit d'abord avant qu'il m'embrouille quand je le vois la prochaine fois. Est-ce que tu as déjà traité des brasses sud-américaines? Donc il y avait la vidéo sur le Chili, J'ai fait ouais, Gara Blanca, comment c'est ça ça? s'appelle? J'ai fait la Garre Blanca. J'en ai fait qu'une, mais c'est prévu qu'il y ait des vidéos en Argentine ou au Brésil. Ouais. Alors une question, Lançois, je sais pas comment tu prononces ça. Est-ce que tu, que penses-tu du manque d'ambiance dans certains clubs qui ont ban leurs ultras et que des gens se moquent du manque d'ambiance sans savoir que ça existait avant que des ultras hooligans problématiques? S'ils revenaient demain, les gens se plaindraient qu'ils sont problématiques. En gros, il parle, je pense, enfin, de ce qui s'est passé à Paris, quoi, en gros. Fatigué, mais j'ai rien compris à la question. Ouais, moi, mais je pense que ce qui veut... Ouais, je comprends pas comment... Enfin, moi, je l'ai Que compris, penses-tu du manque d'ambiance dans certains clubs qui ont balle leurs ultras et que des gens se moquent du manque d'ambiance? Alors moi, Ouais, c'est ça. fondamentalement, fondamentalement, je suis contre le ban d'ultra, sauf dans le cas, je suis désolé, au moment, ce qui s'est passé à Milan, c'est quand même difficile de pas réguler un petit peu. Il y a des mecs ils sont en lien avec des réseaux criminels et des mafias. Bon, compris. Ok. Là, il va donner, en gros, Barça Real Barça box-off. Real, quoi, c'est ça. Ok, ok, d'accord. Ok. Euh, le cas le cas du Barça et du Real surtout, c'est très particulier. Voilà, très honnêtement, euh, je ne vois pas qui aujourd'hui euh, peut dire qu'il espérerait revoir un retour des ultras sourds à Madrid. Moi, ça me semble absolument lunaire. Voilà, je le partage pas à titre purement personnel. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, moi, par exemple, je critique évidemment ce qui se passe à Madrid, dans la mesure où le groupe de supporters, c'est peut-être l'une des plus grandes guignoleries Mhm. de l'histoire des tribunes. C'est-à-dire que c'est un truc qui est contrôlé, c'est le club qui paye les tifos, etc. Mais en même temps, est-ce que tu fais ça ou tu fais revenir des ultras ouvertement néo-nazis? Voilà. Donc voilà, c'est la question. Et très honnêtement, je le dis parce que en général, moi, je prends pas position sur des sujets parce que j'ai envie d'expliquer aux gens comment ça se passe, etc. Mais les ultra sourds, il y a pas de nuance à Ah non, mais il n'y a avoir. Il y a aucune nuance pas avec une de, ultra sur à avoir, ça c'est clair. Ça, voilà, il y a aucune nuance. Je veux dire, on parle pas d'un groupe très très à droite. On parle d'un groupe qui est ouvertement néo-nazi. Voilà. Donc c'est bien évidemment que je vais pas militer pour le retour. Non. Mais le problème. Je militerai pas non plus en même temps, je militerai pas non plus pour une généralisation de la Grada Fans, qui est peut-être, comme j'ai dit, l'une des plus grosses conneries C'est peut-être ce qu'ils vont mettre à Strasbourg, hein, des gens qui soutiennent Bluco vont mettre ça.
Bah, le problème des ultras sourds aussi à Madrid, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'ils contrôlent la tribune, que le club contrôle la tribune, c'est que quand bien même il y aurait un nouveau groupe qui voudrait se créer, les ultras sourds, sans doute qu'ils ne les laisseraient pas faire, et ça créerait des guerres, des guerres à Madrid, j'imagine. Alors, je revois les questions. Alors, tu avais traité le sujet des tribunes ukrainiennes depuis la guerre. Ouais, j'ai fait un truc sur les ultras et les hooligans en Ukraine à l'heure de la guerre. Question. Elionano, pour toi, les groupes ultras doivent être politisés ou bien ne prendre aucune position? C'est une excellente question. Euh, Moi, à titre personnel, alors je dis pas que je milite, je préfère une tribune apolitique. Ça paraît paradoxal parce que mon grain à moudre, c'est un peu les ultras politiques. Mais moi, à titre purement personnel, je veux dire, je vois pas. Et c'est des remarques que j'ai parfois, des gens qui me disent ouais, mais il faut que la tribune elle soit politique. Non, parce que qu'est-ce qui t'anime? C'est le club. C'est le club de ta ville, c'est le club, c'est l'équipe, les joueurs. Moi, je vois encore ça comme un peu moi, je vois encore ça comme un sanctuaire. Et moi, quand je vais voir Metz, bah, je suis désolé, à aucun moment euh, j'ai, je, mais à aucun moment. Et donc, je pense que c'est ma vision publique, mon personnage privé, de me dire que moi, pour moi, je ne milite pas pour une surpolitisation. En revanche, je prends parfaitement des gens qui se disent on est une tribune apolitique. Voilà. Et, et ça, je le comprends. Alors, je sais que ça peut faire débat, etc. Bien sûr qu'on a le droit de pas être d'accord là-dessus et chacun a son avis là-dessus, mais pareil, il faut aussi, bien sûr, nuancer l'apolitisme, hein. Ça, c'est toujours intéressant. Il y a des groupes qui se disent apolitiques, qui sont pas apolitiques. Voilà. Et souvent, c'est pour masquer l'idéologie. C'est ça. En revanche, il y a des vrais groupes apolitiques. Et ça, je suis désolé, mais je pense que c'est un peu malsain de toujours voir de la politique dans la tribune, alors qu'honnêtement, parfois, il n'y en a pas du tout. Et vraiment, quand on va au stade, moi, quand je vais au stade, je suis pas là à penser tout le temps, à me dire, ouais, c'est politique, c'est politique. Non, moi, je suis en train de voir une purge Metz-Le Havre. Voilà, à aucun moment, je suis en train de penser à de la politique. Je suis en train de me dire, mais quel match de merde je suis en train de voir. En revanche, c'est clair que si je vais regarder un Celtic Maccabi Tel Aviv, là, je vais me dire, oh putain, je suis dans un truc. Ah ouais, là, c'est très politique. Encore une fois, tout dépend du contexte. C'est pour ça que je le dis tout le temps dans mes vidéos. Tout dépend du contexte. Il faut toujours nuancer, toujours se dire, où est-ce que je regarde le match? C'est comme la signification, je l'avais vu dans une vidéo, la signification du drapeau des États confédérés. Si tu es aux États-Unis, c'est clairement un drapeau suprémaciste, raciste. Si tu es à Naples, ça veut dire tout l'inverse. Mhm. Donc voilà. Non, non, c'est clair. Mais par rapport à la réponse au chat, moi je suis personnellement. J'entends tout à fait ce que tu veux dire par rapport au côté apolitique qui est une certaine importante. Mais pour moi, personnellement, le simple fait, c'est toute l'organisation qu'il y a derrière un groupe ultra, tout ce que. Ou les mouvements anti-répression ou autres, pour moi, ça amène déjà un certain niveau de politisme. Enfin, le fait d'aller au foot et de s'organiser comme un groupe ultra, disons, c'est énormément politique. Enfin, mais politique d'un terme large, tu vois, c'est pas vraiment prise de position comme Ça, étant de gauche ou de droite. exactement, C'est ça. exactement. Mais Voilà, ça c'est dépend des comment positions tu. qui sont politiques. Après, évidemment, être une tribune de gauche, Je comme suis on en dit, train une le terme tribune de droite. politique. Voilà, exact, c'est ça. Après, le côté être une tribune de gauche ou de droite, je trouve toujours aussi moi, très compliqué de dire à quelqu'un, ouais, c'est une tribune de droite. Il y a clairement un gars de gauche dedans. Enfin, il y a pas. C'est très difficile de prendre une tribune de 6000 personnes et de dire, voilà, ils sont tous de droite, ou tous de gauche, ou tous d'extrême droite, ou tous d'extrême gauche. En fait, ce que tu. Parce que ça dépend de quelle politique tu C'est parles. ça. Si tu parles en effet de questions politiques, par exemple aujourd'hui, c'est évident de dire que les UB90 sont un groupe politique parce qu'ils revendiquent C'est ça, une voilà. position politique par rapport au Racing, à ce qu'est l'institution. En revanche, et moi je l'ai vu, c'est impossible de discerner si c'est gauche ou droite parce que c'est pas ça ce qui est mis en avant. Donc en effet, si tu te, par essence, peut-être que dans la façon dont tu le présentes toi, en effet, un groupe ultra il est éminemment politique parce qu'il a cette idée aussi de forcément de contestation et donc de critiquer un club quand ça va mal et donc de critiquer un projet, une direction, etc. En revanche, si on parle juste de la politique par le prisme et le biais gauche-droite,
je pense que pour moi, il y a beaucoup de tribunaux politiques. Mhm. Ouais, ça j'entends, ouais, clairement. Alors, on a une question de Gain. Que penses-tu de ce qu'a dit la Fédé espagnole? Si Israël joue la Coupe du Monde, nous ne participerons pas. Je vais régler le débat, ils y participeront pas. Voilà. Ça, on l'espère, ouais. Parce qu'ils finiront troisième de leur groupe de Ouais, qualif, c'est ça. donc ils y participeront pas. Il y avait une autre question un peu plus haut, je crois. Bah, Gen, je crois, l'autre question sur le dialogue, on l'a déjà. Ah, voilà, ok, c'est ça. Tout était vrai. De position politique gauche-droite par rapport à celle en Europe et des... Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, j'avais une question qui était passée avant que j'avais pas pu répondre. Est-ce que pour toi, d'un point de vue ultra, mais en général, l'Allemagne, c'est un peu l'exemple à prendre? Disons, si on prend le tout au tout, tu vois, si on parle déplacement, organisation des supporters, ambiance dans les stades, les valeurs qu'ils essayent de transmettre, disons, et de protéger. Je pense, parce que... Et là, j'ai même envie de dire tout à apprendre, tout et à s'inspirer de l'Allemagne, notamment la police. Parce qu'il y a une police spécialisée en Allemagne hein, pour les supporters. Mhm. Ce qu'il n'y a pas forcément ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays européens. Ah, il y a un truc qui est mis en place, c'est pour la DLNH, qui met en place une police d'intervention, mais c'est pas une police de gestion de foule en termes de genre organisation, alors de déplacement, alors que les Allemands l'ont. Moi, je dis, enfin, je veux dire, aujourd'hui, très honnêtement, quand vous voyez les parcages allemands, quand vous voyez les tifos, quand vous voyez les blocs, quand vous voyez les trucs, quand vous voyez les défenses de ce que sont les clubs, moi, je peux vous assurer que s'il y avait ce qui se passe à Strasbourg en Allemagne, là, mais ce serait un truc Ouais, c'est sûr. enfin, je veux dire, il se passerait des choses, mais c'est incroyable. Et en plus, les Strasbourgeois sont bien placés pour le savoir en plus, parce que leurs copains du Hertha Berlin ont connu ces dérives d'investissement foireux qui a fait chuter le club. Aujourd'hui, le Hertha Berlin, Mhm. ils sont toujours. Et ouais, pour moi, l'Allemagne est un exemple aussi de la façon dans le modèle de foot avec ce 50+1 qui est important pour moi parce que voilà, un actionnaire ne peut pas détenir la majorité du club. Et ça, je crois que c'est une excellente nouvelle. Alors après, vont toujours se dire les gens, ouais, mais pour le foot business, c'est pas bon parce que la compétitivité des clubs, elle est fragile. Bah, globalement, ils restent quand même compétitifs hein, Non, mais c'est avec clair, leur bien modèle. sûr, bien sûr, c'est sûr. Non, mais on Euh, est en train de parler des clubs chypriotes, quoi. Ouais. Euh, avec tout le respect que j'ai pour les clubs chypriotes, genre pas fausse, mais voilà. Clubs, ce qu'on appelait que les Plastikvereine en Allemagne, comme Leipzig, comme les clubs comme Wolfsburg et Leverkusen, c'est particulier parce qu'ils ont été créés avant la Mhm. loi du 50+1 qui date oui, 50+1 qui date des années 90. Euh, mais oui, c'est des clubs qui ont pas forcément bonne réputation pour ça, mais voilà, moi ce que j'aime en Allemagne, c'est cette institution que représente le football, le club, le Verein, quoi. Et puis, oui, le modèle allemand, il est aussi incroyable pour les stades, forcément, les infrastructures. Quand tu vois qu'aujourd'hui, très honnêtement, en 3e division allemande, 4e division allemande, il y a des stades qui sont plus sympas que des stades de Ligue 2 en France, voire de Ligue 1. Et ça, c'est fou. Et puis, l'exemple de l'Euro 2024 le montre. Il y a eu, je veux dire, quelques incidents, moments entre Serbes et Anglais, c'était à Gelsenkirchen, mais on fait venir des supporters de fous, Mhm. dont certains, ils n'étaient pas pour faire la bise et la dentelle et prendre le café et on repart. Il n'y a pas eu un incident. Il n'y a pas eu un incident. Pourtant, s'il y avait bien un moment où ça pouvait être chaud, c'est au moment où ça se croise, les transports, les machins et tout. Il y a eu des Hongrois, des Roumains, des Polonais, des Croates, des Tchèques. Je veux dire, il s'est quasiment rien passé. Donc, bien évidemment que c'est un modèle à privilégier. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que d'un point de vue aussi taille de la population, taille du pays, disons, Ouais, bien qu'ils sûr. arrivent à tenir ce. Et c'est ça qui est encore plus choquant avec la France, quoi. Quand tu vois vraiment la différence entre les deux, qui partagent des frontières vraiment et un niveau de foot qui devrait être comparable, quoi, aussi de manière générale, quoi. Mais qui est complètement. Pas qu'ils n'y arrivent pas du tout, quoi. Et donc, Les ouais. ultras ont une vraie part dans le club et Mhm. dans les décisions, quoi. Mais ça, je pense aussi, ça fait aussi partie de la culture du pays autour du foot, surtout, et puis du sport Oui, de manière oui, générale, ça c'est clair. autour du foot. Ouais. Autour du foot, évidemment. Parce qu'il y a trop ce débat, moi il m'énerve un peu ce débat, parce que je pense que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, enfin tous, je dis, je pense qu'on a une vision du football qui est quand même très très proche, mais tout ce débat qu'on voit sur Twitter sur le fait de supporter ces clubs locaux, où on voit vraiment énormément de fans français de clubs
qui ne vont pas du tout supporter leur club de leur ville à côté, mais qui préfèrent supporter le Barça ou le Real ou quoi. Enfin, c'est armchair fan, quoi, comme on dit. Ouais, clairement. Wawa Spot qui demande: penses-tu que la Coupe du Monde en Amérique du Nord sera un top ou un flop pour les supporters? Regardez les 3 dernières Coupes du Monde et vous aurez votre réponse. Voilà. Enfin, non, pas les 3 dernières. Les 2 dernières. Moi, ça fait des années que je regarde beaucoup plus l'Euro pour les tribunes que les Coupes du Monde pour les tribunes. C'est effroyable une Coupe du Monde en tribune, je trouve. C'est parce qu'en fait, alors en plus, après ça dépend où. Évidemment que là, quand ils vont jouer le match d'ouverture à Mexico, bon, ça va être une folie. Bien sûr. Ça, c'est évident. Maintenant, franchement, jouer un Hongrie-Portugal à New York, ce sera pas pareil qu'un jouer un Hongrie-Portugal à Londres à l'Euro 2028, c'est évident. Maintenant, je sais que tout dépend des prix, évidemment. Puis là, mais encore une fois, tout dépend aussi des supporters. Je pense que pour les supporters européens, malheureusement, ce sera pas une très très grande ambiance. Voilà, ici, il est évident que les Sud-Américains iront massivement aux États-Unis, et là, ça pourra être une très très grande ambiance. Je pense voilà, ça dépendra des supporters, ça dépendra des matchs et des affiches. Et puis aussi, quel C'est type de évident que si on consommateur a, t'es, toi aussi, quoi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont exact, adorer. exact, Enfin, on va se show à l'américaine, évidemment, ça va être un truc. Pour les exact, gens qui aiment ça, ils vont exactement. adorer. Mais après, si tu regardes comme nous, un peu le côté plus vrai de tribune, bah t'es. Oui, mais Tu vas te faire je chier, pense même s'il y a un Argentine-Tunisie, un Argentine-Maroc, ça va être le feu en tribune. Mhm. Euh, Peu importe sans prendre en compte le côté américain du show, mais tout dépend vraiment de l'affiche. Mais je m'attends pas moi, je regarde pour le coup vraiment la Coupe du Monde, c'est la seule compétition, je pense, à 100% pour vraiment, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe vraiment en tribune, on va dire, quand je regarde un match. C'est vraiment le terrain, les équipes, les sélections nationales. Après, voilà, s'il y a des enjeux, on va dire, extra-sportifs, et il y en a toujours avec les Coupes du Monde parce que c'est hyper politique, voilà, ça, on peut l'aborder, mais voilà, moi, on va dire que c'est pas ma préoccupation principale pour la Coupe du Monde. Très bien. Et il y a une question du Lensois qui demande: est-ce que tu as déjà été à Bollert? Bollert, oui. Non, Et non, j'ai jamais été. J'aimerais bien. bah, je voulais justement répondre là-dessus. Est-ce que toi tu fais un peu de ground hopping ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? T'as pas le temps? J'imagine avec Alors, les coupes, non, c'est des choses. Alors, on va dire que moi, ce que je fais, c'est la partie avant le grand hopping, c'est la visite de la ville. Et je vais pas au stade après. Non, en vrai, ouais, c'est vrai que j'ai moins eu le temps d'aller au stade ces derniers temps, même pour voir mon club. C'est plus compliqué d'aller au stade. Et donc, non, je me considère pas comme ça, même si quand j'ai envie, j'essaie le plus possible de voir de matchs à l'étranger. Mais c'est plus compliqué, quoi, forcément, avec YouTube et tout. Moi, j'ai fini mes études là maintenant. J'ai fait, euh, j'ai fait 6 années d'études, ça a été long. Donc, voilà, j'ai pas forcément eu le temps de faire ça. Mais pourquoi pas à l'avenir, en tout cas, faire plus de visites, plus de stades, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, il y a la différence. Il y a la différence entre visiter des stades et en voir. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Pendant très longtemps, j'ai tenu une sorte de petit album où je faisais des photos et voilà. Et, le côté justement voir des matchs, ça c'est vrai que ça fait malheureusement, ça fait un moment que j'en ai pas vu quoi, au stade. Hors mon club à moi quoi. Ok, très bien. Alors, j'aimerais. Vas-y. Que penses-tu du slogan "Le foot a été créé par les pauvres et volé par les riches"? Je pense que c'est le slogan le plus débile de l'histoire. Parce que oui, le football est un sport hyper populaire dans la façon dont il est pratiqué. On est évidemment. Mais ceux qui ont inventé le football, c'était des hautes universités anglaises prestigieuses qui ont codifié le foot. Les premiers qui jouent au foot, c'est pas des prolétaires, c'est pas des ouvriers qui jouent au ballon dans l'usine, hein. C'est des universitaires, en fait, c'est l'élite britannique, genre c'est de la bourgeoisie britannique. Et après, ça s'est énormément démocratisé avec l'industrialisation en Angleterre. Et là, voilà, on va dire entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais les masses se sont emparées du ballon. Par contre, après, voilà, on peut débattre bien évidemment du fait que ce soit populaire ou pas, mais évidemment que en Amérique latine, c'est hyper populaire. Enfin, le football est populaire partout parce que t'as besoin de rien pour jouer au foot. T'as pas besoin de raquettes, t'as pas besoin de voilà, donc évidemment. Ouais.
Il y a une question de El Plasma 2C qui demande un peu hors sujet. C'est pas une parole bien sûr, c'est pas une parole d'évangile, les gars. Donc si vous voulez réagir et dire Ouais, on c'est n'est ça. pas d'accord, vous N'hésitez pouvez, pas à donner votre avis aussi par rapport à ça, quoi. Bien sûr, hein. Pas dedans. pas de. Donc il demande Oui, t'as besoin du- que penses-tu des billets au prix fluctuant. Donc c'est un problème qu'on a commencé à avoir à Genève qui a été mis en place cette saison. Donc vraiment, enfin, dynamic pricing, là, comme ils disent en Angleterre, où en fait, en fonction de le nombre de ventes, ton billet coûte de plus en plus cher quand tu te rapproches de la date du match, quoi. Ouais. Ah d'accord. Donc ça, les prix augmentent plus le match s'en rapproche. Exact. Et puis en fait, plus il y a de gens qui achètent le billet, plus ton billet te coûtera cher. C'est incroyable ça. Ouais. Putain, j'étais pas au courant de cette bah ça, pratique. c'est une toute nouvelle pratique qu'ils ont chez nous, et puis là, ça commence à... Ouais, en gros, c'est comme EasyJet, quoi, si tu veux. Merci, le Lensois, c'est ça plus facile. En gros, plus Incroyable. faut te D'accord. préparer vraiment en avance, et puis nous, ça a quand même bien pu augmenter. Ouais, c'est plus l'affluence augmente. La date n'a pas vraiment d'importance. D'accord. Ça, c'est sûr. Plus l'affluence augmente. Ouais. Voilà, donc en gros, ce qu'il explique Régor, c'est juste, donc le match contre le Shakhtar Donetsk, qui était notre dernier match pour les qualifications en conférence. Les C'est billets incroyable. sont passés de 23 francs à 41 francs à la veille du match. 46. C'est ok. Ça me. Je suis assez wow, éberlué par ce truc. Bah, ça va être mis en J'étais pas au place courant. aux États-Unis pour la Coupe du Monde aussi, hein, d'ailleurs. Ça a été. Ah d'accord. Ah oui bah c'est Et puis, voilà. c'est pour Donc ça alors qu'ils là, se alors là battent, pour le coup. ils se battent contre ça aussi. Enfin, un député américain se bat. Bah ça va être génial au niveau tribune ça. Ah, C'est top. C'est ça. Ça va être cool. On va avoir de belles ambiances. Ouais. Non, puis surtout que nous, on a un peu un problème à Genève qu'on n'arrive pas à remplir notre stade du tout. Où c'est quand même assez un. On a un très gros stade par rapport au nombre de gens, quoi, disons. Et C'est incroyable. c'est un peu un frein qui peut venir plus souvent, quoi. Tu penses quoi C'est d'une fou. ville comme Genève, c'est plutôt ancré football, mais qui a une si faible affluence moyenne? Je sais pas si t'as- Voilà pour le coup je Ouais, vais je sais pas pas. pouvoir répondre les gars. J'imagine. Ah, c'est trop pointu pour moi. Je suis désolé. Ouais. Il faut que je m'y mette. Je promets de m'y mettre sur les Suisses. Ouais, on se réjouit de voir ça en tout cas. Quand les prix des Il y a places. quelqu'un qui m'a Vas-y, réponds. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question hyper intéressante. Est-ce que je vis de l'Arena? C'est une bonne question. Ok, Euh, alors c'est une volonté purement personnelle parce que factuellement une chaîne a presque 60 000 abonnés en soi, tu pourrais en vivre. Moi c'est pas ma volonté dans le sens où j'ai toujours considéré l'Arena comme un truc de passion, quelque chose que je faisais à côté de mes projets professionnels. Et même si ça marche bien, j'ai toujours envie que ça le soit. Et je me dis que je ne pourrais faire des vidéos de moins bonne qualité et me mettre beaucoup plus de pression si c'était mon revenu en fait, mes revenus, ma face. Et c'est pas ce que je veux, en fait. Si je fais YouTube, c'est parce que c'est de la passion, parce que j'ai envie de faire des choses posément avec le kiff. Et surtout, ça c'est un truc qui est hyper intéressant, c'est que je me suis jamais mis la pression pour faire une vidéo, jamais. Si je veux pas en faire, j'en fais pas. Et si je la recommence, je la recommence. Ça m'est déjà arrivé de recommencer une vidéo ou de réécrire parce que je n'étais pas satisfait. Donc, j'ai vraiment pas envie que ça devienne une. Moi, je sais que ça le pourrait parce que à 60 000, on est quand même assez structuré, mais je veux pas que ça soit le cas pour le moment. Ouais, faut pas faire du J'ai contenu d'autres projets, pour on du va- contenu, quoi. C'est vraiment. Voilà, faire un truc qui te exactement, plaît et exactement. qui- Et je suis désolé, hein, mais moi, les créateurs de contenu qui font du contenu pour faire du contenu, je citerai pas de nom, mais je le sait vois. tous, on sait de qui tu parles, Voilà. t'inquiète pas. Voilà. Je suis désolé, ça se voit, hein, Ouais, non, bah oui, mais c'est clair. mais bon. On va très vite. Bah, ta question des Sadous, elle est très bien, mais elle est trop axée sur Genève. Je pense pas qu'il pourra forcément répondre dessus. Je te la lis quand même. Hein. Quand les prix des places Ouais. fluctuent selon l'affiche ou la demande, comment expliquer que certains groupes ultras censés défendre les supporters restent parfois silencieux alors que ça touche directement leur tribune? Ouais, enfin, tu vois, genre, je pense pas que ce soit une bonne question à te poser. Ouais, Je suis là, désolé, hein, mais là, pense je pas. peux. Je peux pas répondre, j'avoue. Parce que j'avoue que ces places fluctuantes, je viens de découvrir un peu le. Je sais pas si on a ça en France, peut-être qu'on a ça en France. Mais moi, je crois pas que Je j'ai sais ça pas du en France. tout. De ce que Bah, j'ai ça me regardé, dit rien, en quand fait. c'était sorti, j'avais quand même un peu regardé si ça se faisait autre part. Et c'est vraiment le truc, en fait, c'est très parti. En Angleterre, ils se battent contre ça pour les concerts en particulier. Surtout avec Oasis, quand leur tournée là cet été, où ça a vraiment devenu un choc.
Et puis Taylor Swift, évidemment, quand elle était aux États-Unis, c'était un truc. Elle s'est battue contre aussi. Et ça a fait un peu créer une mise en. Disons. Où les gens se posent des questions autour de ça, quoi. Alors, là, je permets juste de répondre. Quand je dis je citerai pas de nom, je parle pas du tout de Capitaine Kebab en tout cas. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est pas du tout, pas du tout cette personne-là. C'est pas du tout une des personnes auxquelles je pensais vraiment pas. Juste pour rectifier. Ouais, Galaxy Frenzy, comme l'a répondu, il a déjà dit qu'il était supporter de Metz. Est-ce que tu connais les vidéos de Samos TV? J'imagine que oui. Toi, tu en penses quoi? Oui, c'est de très 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 bonne qualité et je trouve ça très bien que lui aille sur ce terrain-là. Parce que moi j'y vais pas et parce que voilà je trouve que c'est très complémentaire aussi avec Capitaine Kebab qui lui est plutôt focus sur vraiment sur la France et je trouve ça extrêmement bien et je trouve que les reportages sont hyper bien réalisés et hyper bien montés. Voilà j'aimerais bien avoir des monteurs qui savent, alors je sais pas s'il est tout seul ou pas, mais j'aimerais bien avoir Une une équipe capacité comme de ça, montage comme ça ouais, quoi. c'est clair. Ouais. Une très bonne question du Lensois, moi je n'étais pas au courant. Pourquoi les COP en latéral ont jamais été majoritaires en France? Seulement Lens et Valenciennes ont ça en France. Ouais, c'est une très bonne question. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, à Lens, il y a quand même deux trois groupes qui sont derrière les buts, hein. Je pense au Artois notamment là. Il y a quand même des groupes derrière les buts à Lens. Alors ils sont plus petits que les Tigers, hein, par exemple, hein. Mais j'ai pas de. Je sais pas pourquoi c'est que dans les deux clubs là, au nord de la France, qu'il y a ça. D'autant plus que je trouve que, enfin voilà, moi à titre personnel, je préfère très clairement avoir un groupe derrière, un cop derrière un but qui pousse Ouais, et on voit les trucs. Pour moi, ça change tout, mais bon. c'est clair. Enfin, ça change tout. L'ambiance à Lens, elle est fantastique, même avec des supporters sur le côté, Oui, hein, mais il y a une autre âme quand même. Je trouve que le côté que soit mais derrière voilà. le but, c'est juste, ouais. Ouais. Et puis je sais pas, même l'idée d'avoir, tu sais, l'aspect, ce qu'on appelle l'idée même de la courva en italien avec ce tifo et tout. Ouais, Voilà, c'est clair, ça c'est. c'est sûr. Une question de Trégor, est-ce que tu regardes Copa 90? Si jamais vous regardez pas, regardez, moi je trouve que c'est très très bien ce qu'ils font. C'est moins axé ultra, mais t'en apprends tellement sur les cultures des clubs, ça c'est Ouais, bah, j'ai regardé certaines vidéos, et bien sûr, je connais bien. c'est super. C'est génial, hein, c'est Ouais, génial. Ouais. franchement, je pense que pour moi c'est une des meilleures chaînes franchement de ce qui se fait. Enfin, en tout cas sur YouTube, disons bien en général. Bah les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va encore peut-être rester encore un tout petit moment, sinon on va peut-être gentiment s'arrêter. Moi j'avais juste une question, pour continuer un peu, enfin, on peut voir comment tu vois l'avenir, si tu pouvais choisir pour inviter n'importe qui, comme personnalité du foot, mais genre joueur ou vraiment personnalité, pas un président ou un dirigeant, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça que tu aurais aimé vraiment pour interviewer ou faire quelque chose avec lui Ah ouais, mais alors, en n'ayant pas forcément grand chose à voir avec mes vidéos, peut-être. Ouais, Ou exact, c'est si. ça. Pas forcément, ouais. Ah ouais, Zlatan Ibrahimovic, Ah ouais? sans aucun doute. De tous? Ah ouais. Ok. Ah oui, de tous, ouais. C'est un mec, c'est mon joueur préféré all time. Mhm. J'adore ce mec. Donc évidemment, lui, alors là, je serais En plus, il est tellement. marrant à voir en. Ah ouais. Enfin, il a trop de charisme et tout ça, quoi. Et comme je parle italien, je pourrais faire l'interview avec lui en italien. Alors c'est clair que ce serait lui, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc, les gars, n'hésitez pas sur les dernières questions. Bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de te montrer le tifo que Servette a fait hier. Tu vas pas l'avoir comme ça, mec. Il est tellement nul, MZ. Va sur Instagram. Mec, tu vas pas l'avoir comme ça. Je vais l'avoir. comme ça. Il est pas sur Google, mec. Non, mais sur Google, il y a toutes les photos de Twitter, frère. Mais si tu le montres à la caméra, je peux le voir, non? Oui, mais on va le partager là directement. Mais Comme je suis sur le live. Oui, Attends. mais c'est juste pas chercher le truc sur Google. Oh là là. Il transpire, je sens qu'il a chaud là à côté de moi. Tellement pas. Les gars, profitez qu'ils cherchent pour poser vos dernières questions là, histoire que. Faire. Mais sinon, je voulais savoir, toi, si on pouvait te. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? T'as cette nouvelle saison qui a commencé. On voit que t'as quand même lancé dans un rythme quand même assez
C'est intense, hein, je dirais, comme quoi. 2 vidéos quasiment cette semaine. Pour la Ouais, il y en a suite, eu qu'est-ce 3 en que- une semaine là. Ouais. Il y en a une 3 en une semaine, mais ce que je peux dire, c'est que ça va se calmer. Là, c'est parce que j'ai un peu plus de temps pour les vidéos. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas, que la chaîne continue le plus longtemps possible. Essayer de faire toujours de bonnes vidéos. Essayer d'avoir aussi peut-être de nouvelles suites à l'image des UB90. Peut-être de nouveaux reportages comme ça auprès de groupes ultra. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. Puis pourquoi pas atteindre un jour des caps encore plus grands niveau abonnés. Ça a jamais été une obsession. Je pense que c'est ce qui a fait la force aussi de la chaîne, c'est d'avoir jamais une obsession. Mais forcément, toujours, quand je suis toujours soutenu, c'est toujours hyper cool. Mhm. Et c'est vrai que voilà, après, je sais très bien, mais c'est une réalité. On va dire que j'ai une chaîne à plafond de verre. Euh, et et c'est hyper. En fait, c'est énorme parce que ça va faire la suite après avec la question là. Est-ce qu'il a pas peur d'avoir fait le Ouais, tour? c'est ça. C'est ça que c'est le monde. C'est une excellente question et c'est notamment pour ça que j'essaye un peu de me réinventer avec les UB90, ce genre de reportage, en faisant des tours d'ultra politique un peu ailleurs. Mais oui, il est possible qu'un jour j'ai fait le tour et le jour où j'ai fait le tour, bah, ce sera le temps de dire au revoir. Mais pour le moment, j'ai pas fait le tour, donc Mais pour je moi, suis c'est encore là. impossible de faire le tour. Je pense que vraiment, il n'y a pas. Enfin, c'est tellement hein, quelque chose en mouvement qui est constamment. Enfin, qui est à l'image du monde, dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, il y a une réaction En fait, du monde ultra sur tout ce qui se passe, quoi. ce qui est important, en fait, avec ça, je trouve que c'est des choses où on peut les réactualiser. C'est ça, exact. Tu c'est vois, ça. l'exemple, par exemple, si je prends un exemple de genre Albanie-Serbie, le match, j'avais fait une vidéo sur la rivalité il y a quand ça? Il y a 1 an et demi. Mhm. Je pense que s'il se passe de nouvelles choses là en octobre, je pourrais refaire une vidéo et faire une réactualisation, mais en se focalisant peut-être uniquement sur l'actualité. Réagir par exemple sur. Alors attends, je regarde un peu petit fou en même temps aussi. Bon, j'arrive pas très bien voir, mais il a l'air très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, l'actualité, c'est un truc qui permet aussi à chaque fois de réactualiser certains sujets et donc aussi de pas limiter le tour. Mais mine de rien, quand on regarde, moi j'ai pour le moment concentré quasiment toutes mes vidéos sur l'Europe. Pas beaucoup fait d'Amérique latine, pas beaucoup fait d'Afrique, pas beaucoup fait d'Asie. Et donc tout ça, c'est des zones à explorer et donc c'est encore des sujets à faire. Donc ce que je peux dire, c'est que le tour, il est loin d'être fini. Ouais, Voilà. je pense que en tout cas, t'as le temps de faire plein de. Ouais, enfin, plein de contenu, quoi, en tout cas. Ils disent qu'ils disent que c'est ça que tu dois faire, mec. C'est beaucoup plus rapide d'aller sur le Twitter de. J'ai pas Twitter là. Alors, juste voir les autres questions, je peux les voir, s'il te plaît. Il y a une question de Paul Baumer qui demande y aura-t-il encore des vidéos sur les rivalités en France? Exemple Laval-Angers. Oui, mais moi j'aime faire les Envoyez le vidéos. lien, les gars. J'aimerais faire les vidéos. Enfin, j'aime faire les vidéos au moment où il y a les affiches. Par exemple, voilà, si Metz n'avait pas battu Reims cette saison, il y aurait une vidéo sur le derby Metz-Nancy. Voilà, si Angers est relégué l'année prochaine, il y aura peut-être une vidéo sur Angers-Laval. Mais je souhaite pas forcément aux Angevins d'être relégués juste pour que je fasse une vidéo, Bien sûr, quoi. c'est clair. Mais il faut qu'il y ait le match. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur le derby Lyon-Saint-Etienne parce que on était à une semaine du derby. Ouais, normal. Et d'un point de vue de juste ce que je me demandais quand même, toi ça te prend combien de temps plus ou moins de faire une vidéo? Genre si le processus complet, disons, d'une vidéo par exemple celle sur les UB90 là, qui a quand même duré Celle qui est 2 sortie, semaines. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est très très rapide. Ok. Très rapide, mais ça me prend quand même une journée. Ouais, voilà. Donc ça doit prendre peut-être 8-9 heures, quoi. Le temps de. Parce que moi j'écris tout, hein. Toutes mes vidéos sont écrites. Il y a rien, ça part pas en freestyle, il n'y a pas de bullet point. Non, c'est écrit de A à Z. Donc ça prend du temps. Ensuite il y a le montage, il y a le tournage, il y a le montage, la miniature. Je précise que je fais tout. J'ai pas d'équipe avec moi. Moi je suis en full indépendance. J'ai juste mon frère qui m'accompagne de façon périodique parce que lui il fait du cinéma, donc il a beaucoup de qualité pour faire des génériques, etc. Donc c'est lui qui m'a fait tout ça. Pour le reste, je suis tout seul. Donc ces petites vidéos-là de 12 minutes de réaction un peu à l'actu, ça peut prendre 8-9 heures.
Les ultra politiques très longs, très recherchés, ça peut prendre 25-30 heures. Ouais, Voilà. ok, quand même. Ouais. Ouais, c'est C'est une ça, journée, côté- quoi, en ouais, gros, c'est ça. une Ouais, grosse journée. ouais. Non, puis comme tu disais, c'est surtout tout ce travail de recherche avant qu'il y a à faire qui est quand même assez. Enfin, qui prend Enfin, énormément 30 temps, heures quoi. de taf, ça fait presque une semaine de travail en soi. Ouais, Hein. bah c'est sûr, ouais, clairement. Ouais, ça c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr. Donc voilà, là, on est en train de remonter le tifo. Je sais pas si les gars, vous avez d'autres questions ou quoi. Alors, il y a une question de Gert encore. Est-ce que tu fais comme les journalistes, t'as des grosses pancartes derrière toi car tu t'exprimes très 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 bien? Je pense que t'as un prompteur, non? Tu utilises un truc pour lire le texte en. Ouais, j'ai un prompteur, Un ouais. prompteur, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est J'ai un prompteur, mais c'est quelque chose qui se voit pas parce qu'aujourd'hui, alors, c'est drôle parce que je l'utilisais quand j'ai commencé à l'utiliser, ça se voyait. Parce que j'ai les yeux qui faisaient genre comme ça. Ouais, Mais aujourd'hui, ça se voit pas parce que le texte, je le connais, je mets le ton. ouais, ça c'est. Et Et voilà. l'expérience aussi derrière. L'expérience aussi, mais je suis capable de m'exprimer sans texte. Mhm. Voilà. Ouais, sans aucun souci. Ok, bah je sais pas si vous les autres, vous avez encore d'autres questions, d'autres choses à dire. Dites-nous, sinon je pense qu'on pourra gentiment s'arrêter. En tout cas, Valentin, je te remercie encore une fois de ta présence, du temps que tu as pris Ah pour, non, pour nous répondre, tout ça. Franchement, c'est super. le plaisir est pour moi, Je pense franchement. qu'on a pu faire quand même un truc assez sympa. Je suis désolé pour la petite coupure avant. Non, mais ça, il n'y a aucun problème, quoi. Ça, franchement, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème, ça c'est le truc qui arrive, quoi. C'est les aléas du direct, comme on dirait à la Ouais. télévision. Mais voilà. Donc les gars, s'il n'y a pas d'autres questions, nous on va gentiment s'arrêter. C'était une très très bonne émission. Merci à toutes les personnes présentes sur le live. Comme tu l'as très bien dit, Régor, tu es évidemment invité, Valentin, à venir voir un match avec nous sans aucun souci. Je pense que tu pourrais profiter de venir faire les déplacements en train qui sont quand même la spécialité qu'on a chez nous et qui est quand même, je pense, quelque chose à voir. Je pense qu'on réalise pas la chance qu'on a de les avoir, Ouais. même si le club décide de nous les interdire là pour un petit moment. Mais en dehors de ça, franchement, tu es le bienvenu à tout moment. N'hésite pas à nous écrire ou quoi que ce soit si tu as aussi besoin de questions ou quoi que ce soit pour avoir des contacts à Genève. Donc merci encore une fois pour ta présence. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur live et dans votre participation. Et puis on te Merci à souhaite tous. d'atteindre les 100 000 abonnés le plus vite possible. Un jour, Voilà. peut-être un jour. Non, ça va arriver. Merci à tous. Merci à tous les suiveurs, vraiment. Allez, alors bonne soirée à tout le monde. Hein. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Claudia, j'arrive. Il est encore là. Je reste encore 10 minutes avec Nico et tout, puis j'arrive. Vous l'entendez ou pas? C'est coupé ou pas? Seine-Saint-Denis, ghetto sensible, le 9